Messieurs, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous de partout où vous suivez cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup à Eric Chocolat qui vous a tenu compagnie dimanche dernier. Je n'étais pas dans la ville de Bukavu. Je suis Mitima de la chance pour la présentation de cette émission. Il aime que je l'appelle Théophile. Théophile Iragui, c'est son nom. Il est donc du côté de la technique, s'il vous plaît les amis, on est à la télévision, donc arrêtez les mouvements. D'accord. Donc je disais donc que nous sommes suivis à la télévision et également à la radio. Vous qui êtes à la radio, vous allez nous manquer pour cette occasion-ci. Il y a un petit problème technique, c'est ce qu'on m'a dit du côté technique, mais toutes nos excuses. Certainement que cette émission sera suivie en rediffusion à la radio, mais pas en direct comme d'habitude chaque dimanche matin. Nous nous excusons comme ça. Merci à vous qui nous suivez donc à la télévision dans la sous-région des Grands Lacs africains. Vous nous suivez également à travers le monde sur YouTube. C'est un plaisir pour nous de suivre RTNK Débat partout où vous suivez cette émission dans le monde entier sur YouTube. Je disais donc que dimanche dernier, c'est Eric Chocolat qui vous a donc tenu compagnie et pour aujourd'hui, je suis là. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour cette émission débat. Deux sujets intéressent cette émission, actualité oblige. Nous allons revenir sur cette situation un peu confuse, cette cacophonie dans la fixation des frais de participation à l'examen d'État pour cette édition. On va en parler. Vous êtes sans ignorer que les comités qui se chargent de l'organisation de ces épreuves ici dans la province du Sud Kivu a proposé $40 américains par candidat à l'ex-État, alors que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu avait déjà fixé les frais à $15 américains. En tout cas, il y a cette controverse-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est ce qu'on va voir dans cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Le deuxième sujet va revenir sur cette idée de la République démocratique du Congo d'intégrer l'East African Community, l'EAC. L'idée est bonne en soi, mais la grande question est de savoir est-ce que les Congolais sont prêts? La RDC est vraiment prête? Qu'est-ce qu'il faudra apporter dans cette structure sous-régionale? On va en parler dans la deuxième partie de cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Et sans toutefois tarder, je m'en vais vous présenter certains invités sur ce plateau. Vous qui nous suivez à la télévision, vous avez vu certainement deux mains derrière moi. Donc je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec des invités sur ce plateau, certainement que d'autres devraient nous rejoindre sur ces plateaux de RTNK. Pour cette première partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable Bombo Malite Job. Il est rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Bonjour honorable. Bonjour messieurs les journalistes. Bienvenue. Merci, merci. Vous ne parlez plus pour nous inviter. Merci. À vos côtés, il y a Tade Zirumana, il est secrétaire rapporteur du Sinecat, le syndicat national des enseignants des écoles catholiques. Il est secrétaire rapporteur du Sinecat AI. Bienvenue Tade. Merci messieurs les journalistes. Je salue en passant les enseignants qui me suivent, surtout les enseignants de nos 8 territoires du site Kivu. Merci bien, merci d'être avec nous. C'est la première fois d'être avec moi sur ce plateau? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Alors, en fait, j'ai vieilli. C'est depuis 2013, fin 2013, novembre 2013 que je présente cette émission. Alors, on reçoit beaucoup de monde. Pour l'honorable Bumbu, lui, il est l'un des habitués déjà pour cette émission de débat et merci d'être disponible pour nous. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ali Chirouza Jean-Paul. Il est communicateur des parents d'élèves finalistes. Bonjour Ali. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup. Pour vous, c'est la première fois d'être avec nous c'est la première fois sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci également à l'inspecteur Bahati Nalunja que j'ai le plaisir de recevoir. Il est le secrétaire exécutif provincial adjoint du SINIECO, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo. Bonjour inspecteur. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois d'être avec vous sur ce plateau. Sur ce plateau, c'est la première fois, mais ce n'est pas la première fois que je suis dans ce studio. À RTNK. Merci inspecteur d'être disponible pour nous. On devrait être avec Raton Kakumboa. Il est conseiller au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST ici au Sud Kivu. Malheureusement, il n'est pas encore là, bien qu'il a accepté notre invitation. Toutefois, continuons avec cette émission débat.
Je m'en vais donner la parole tout à l'heure à Ali Chiroza. Ali, vous êtes communicateur, vous êtes parent d'élèves finalistes. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai l'honneur de vous dire ce qui ne va pas, mais aussi que les parents qui sont en train de nous suivre et nos élèves, je leur dis courage et qu'ils nous suivent et nous continuons à suivre leur situation. Et qu'est-ce qui ne va pas? Notre problème, nous comparons, c'est l'inquiétude par rapport à la perturbation aux examens d'État. Donc, il y a lieu que cette preuve ne puisse pas se passer en paix et au moment opportun. Nous, étant inquiets en tant que parents, étant à jour à ce qui se passe par rapport aux techniciens de l'éducation qui sont les inspecteurs, qui tapent sur la table que s'il n'y a pas $40, ceux qu'ils ne seront pas en mesure de surveiller ou d'organiser ces examens. Nous nous posons la question, comment sera la suite, pendant qu'il y a un édit qui a été promulgué par nos députés qui fixe ces frais à $15. L'édit a été voté pour cet exercice 2021. 2021. Et là, nous comparons, nous nous posons la question sur quel pied nous allons danser et nous trouvons que ce sont nos fils et élèves finalistes qui sont au terrain et nous risquons de les perdre dans ce sens-là. Cela ne suffisant pas, nous avons des finalistes à l'école primaire comme au secondaire, dans les écoles officielles. Il est dit que ces enfants, élèves, pour les TENAFEP, payent pour $10. Pendant que ceux qui sont au privé, et plutôt au privé, ils paient pour $10, mais aux officiels pour $0. Et là, nous voyons qu'il y a déjà la discrimination parce que tous ces enfants appartiennent à l'État congolais. C'est pour cette raison que nous sommes en train de battre un peu sur la table et le tambour pour que les habiletés en matière puissent au moins nous éclaircir. Mais l'objectif dans cette affaire est que les gouverneurs de province nous signent un arrêté qui nous fixe les frais à payer pour ces épreuves. C'est ça. Merci bien. Donc, vous attendez un arrêté du gouverneur. Oui. Inspecteur Bati Nalunja, je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo. Cette semaine, nous avons suivi une déclaration que vous avez faite. En tout cas, vous n'êtes pas du tout d'accord avec la démarche de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui voudrait que les frais à payer pour l'exéta cette année soient de $15 américains. Vous maintenez toujours le cap à $40. Pourquoi? En fait, les comités provinciaux de l'éducation, qui est chargé de fixer ces frais, a fixé les frais à $40 compte tenu des difficultés et de l'organisation matérielle et financière. Alors, l'édit dont il est question ici, cet édit-là n'a aucune prérogative de fixer les frais d'examen. Dans aucun texte, si nous nous référons aux textes légaux, tous les textes légaux, à partir des ordonnances jusqu'à la Constitution, en passant bien sûr par des arrêtés ministériels, la fixation des frais de l'examen d'État est réservée exclusivement au comité provincial de l'éducation. Le gouverneur, en signant l'arrêté, n'a qu'entériné la proposition du comité provincial de l'éducation. Ça veut dire que vous, les inspecteurs, vous n'avez pas été associés dans la confection de cet édit? Dans la confection, bien, vous étiez au courant. Et nous n'avons même pas besoin d'être associés à la confection de cet édit, puisque aucune relation ne nous lie avec l'Assemblée. Si ce n'est que pour plaider, l'Assemblée est là pour plaider en faveur de la population. Malheureusement, y compris vous, les inspecteurs, parce que vous faites partie de cette population. Faisons partie de cette population. Oui. Si vous lisez très bien les textes légaux, l'édit concerne les taxes, les impôts, les redevances, mais ça ne concerne pas l'examen d'État en tant qu'institution instituée par l'ordonnance présidentielle. Et donc vous maintenez les cap à $40 et vous n'avez pas pitié de ces parents vu la période, la dure période donc qu'ils traversent depuis quelques temps, depuis dès que 2020 a commencé, on parle du coronavirus, l'économie a basculé. Mais c'est les journalistes. Toujours l'Assemblée provinciale qui parle de $40, vous, pardon, de $15, mais pour vous c'est 40. Mais c'est les journalistes, vous savez bien que nous aussi nous sommes parents.
Cependant, l'organisation matérielle exige les 40 dollars. Ce n'est pas l'inspecteur qui exige les 40 dollars, c'est l'organisation en tant que telle qui exige les 40 dollars. Eh bien, ça, c'est une sorte de pression que vous mettez sur le gouvernement pour peut-être suppléer. Non, ce n'est pas une pression. Ce n'est pas une pression. Si c'était une pression, on l'aurait déjà fait. D'accord. Honorable, avant de vous accorder la parole à Tadé, honorable Bumbu, vous avez fixé les frais de participation dans l'édit provincial à 40 dollars, à 15 dollars américains, alors que les inspecteurs vous disent pas question parce qu'il y a des problèmes techniques et financiers. Vous savez que ça c'est beaucoup plus une matière économique. Je pense que vous devez aussi inviter un collègue, un député de l'ECOFI étranger qui était dans la formation de ce projet-là. Bon, je voudrais un peu rassurer, parce que quand nous sommes dans les médias aussi, nous sommes beaucoup plus pour informer, pour éduquer la population. Exactement. C'est pourquoi il faut penser rester ici dans le sens de satisfaire nos besoins. Je pense que l'éducation, la santé, l'agriculture, le développement rural sont les matières propres à la province que nous pouvons légiférer. On n'avait jamais dit nous misser par rapport aux problèmes des instituts supérieurs et universitaires. Ça ne demande pas de notre attribution comme député, comme l'Assemblée provinciale. Il faut faire attention là. Nous parlons de l'Assemblée provinciale comme une institution qui est là pour légiférer et nous devons se contrôler. C'est ça notre rôle. Toutes les institutions à caractère provincial. Et lui là même il dit là que c'est lui qui doit légiférer, c'est lui qui doit donner qui doit faire l'arrêté là. Ce n'est pas l'inspection. C'est encore qui? Ce sont les gouverneurs. Et le gouverneur c'est l'émanation. C'est un acte du gouverneur que nous devons contrôler. Je pense que les mois la suite de septembre, j'étais encore ici avec les inspecteurs la fois passée quand on discutait 25-40. Je leur avais dit, vous ne pouvez pas nous repayer. On est à 0 jour des examens d'État, vous allez fixer maintenant. Nous devons débattre. Nous avons toute une session, la session de septembre, pour intégrer toutes leurs préoccupations dans notre édit là. Ils ont été, je crois que dans la session de septembre, on a fait toute cette gymnastique là, on a traité avec tout le monde. Tout le monde a participé à cette élaboration. Les ministres de l'EPSP, ils ont été avec là dans cette commission là de l'ECOFI. Je sais qu'ils ont beaucoup. Et je suis en train de voir. Il est là, il peut nous dire est-ce que la source pour organiser les élections, c'est seulement les frais de participation? Il y a d'autres frais. Ils les savent. Mais pourquoi ils disent seulement qu'il faudrait que les parents, ce sont les parents qui doivent participer à l'examen d'État? Mais il y a le gouvernement central, il y a le gouvernement provincial. Quelle est leur part? C'est seulement la charge des parents pour l'organisation des épreuves des examens d'État. Et nous avons, ça fait déjà presque combien de mois depuis que nous sommes arrivés à faire déjà les budgets de cette année ici. C'était le 15 décembre 2020. Et les gouverneurs ont promulgué cet édit-là. Comment il n'y avait pas eu de réclamation? Donc il fallait que les inspecteurs commencent dès ce moment. Même nous avons dit, même un budget rectificatif, on peut le faire. Ça s'est fait partout. Si les gouvernements provinciaux pouvaient se retrouver qu'il y aurait un problème, ils pouvaient déjà venir à l'Assemblée provinciale pour dire voilà les budgets rectificatifs. Mais pourquoi attendre quand nous sommes en vacances pour commencer maintenant à crier? L'Assemblée n'est plus là pour dire que non, ce n'était pas ça, c'est ça et c'est ça ici. Moi je crois que c'est pour satisfaire les intérêts des égoïstes. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord qu'il y a ces problèmes techniques? C'est-à-dire quoi? C'est pour l'intérêt des égoïstes. D'ailleurs, moi je suis en train de voir le papa qui vient là. C'est malheureux. Comment ça? Non, c'est cet argent-là. Ce sont les gros poissons qui en bouffent. Donc il devrait s'opposer. Non, vraiment. Je suis de voir que ce n'est pas des si je comprends bien, honorable, si je comprends bien, vous n'êtes pas vraiment d'accord qu'il y a ces problèmes techniques pour acheminer les mâles dans les fins fonds de la province. Le rapport, les COFI a jugé. Par exemple, vous donnez pour les frais de mâle, c'est 1 kilo. Pour eux, les rapports, c'était 4 dollars par kilo. Mais 1 kilo à Kin, c'est combien? C'est 1.2 ou 1.4. Il y a des frais de transfert d'argent à Kin. Quand vous dites que nous avons fait transférer l'argent $2 000, c'est-à-dire que vous avez transféré combien à qui? Je pense que vous êtes des journalistes.
et rapprochez-vous. Il faut entendre les gens ici. Allez dans nos services de l'ECOFIN, donc la commission de l'économie, vous dites tous les ce qu'on a vu. Les transferts d'argent, hein, les gros des montants pas encore acquis. Pourquoi ça? Si je comprends bien, il y a c'est ce que j'ai dit. Même je vais vous dire cet argent-là, les 40% là, et ils vont, ceux qui vont, même les inspecteurs là qui vous disent l'argent là, ils vont consommer combien? À part les transferts d'argent. Moi je crois que c'était un faux débat. C'est ce que nous attendons. L'édit a déjà été promulgué par le gouverneur de province. Il faudrait que le gouverneur fasse l'arrêté. D'accord. On va voir ce que sera cet arrêté-là, certainement, qui se fait attendre, bien sûr. Je vous écoute, Tadé. Tadé, je rappelle que vous êtes secrétaire rapporteur du Sénécat, AI, et le syndicat national des écoles catholiques. Tadé Ziromana. Merci pour la parole. Vous avez suivi l'honorable dire ça, c'est vraiment un faux débat. Oui, j'ai suivi. Alors qu'il y a l'inquiétude des parents jusqu'à donc sur la fixation des frais. Oui, j'ai suivi l'honorable, j'ai suivi les parents, j'ai suivi même l'inspecteur. Mais j'ai dit que c'est une honte pour notre province. C'est alarmant. Si dans 2 semaines de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État, on peut encore faire cette matière d'actualité. Ça serait déjà fini. Plus de 2 semaines. Oui, ça serait déjà fini et conclu. Mais on trouve qu'au niveau du gouvernement, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on ne sait pas s'assumer, on ne sait pas comprendre ce qu'il faut faire. Je regrette de voir que jusque-là, même cet arrêté, peut-être qui allait arrêter tous ces grégaires ici, n'est pas encore là jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire il y a quelque chose que les autorités peut-être cachent, qui ne veulent pas montrer soit aux enfants, soit aux parents. Mais nous, comme enseignants, nous ne sommes pas d'accord que après avoir enseigné pendant 6 ou 12 ans un enfant, qu'on arrive au niveau où on ne va pas l'évaluer objectivement. Que ce soit pour $15, que ce soit pour $40, nous, on n'a pas besoin de l'argent. On a besoin beaucoup plus de l'évaluation objective. On prouve que réellement nous avions travaillé. Parce que nous travaillons, malgré les salaires, la modicité du salaire qu'on nous donne, nous nous engageons, nous travaillons de 8h même jusqu'à 17h en train de préparer, en train de corriger. Nous savons que nous présentons des bons candidats. Par rapport à l'argent, si on dit que c'est $40, je sais que c'est vrai, les députés, si je les aime et je les respecte, ils doivent faire leur travail, travailler, parler pour la population, c'est vrai, mais la compétence pour la fixation de frais, des frais de participation à l'examen d'État, en tout cas avec l'arrêté ministériel, je ne sais pas, de 2017, donne prérogative au comité provincial de fixer les frais pour la participation des examens. Et c'est là, selon les difficultés qu'ils peuvent avoir. Maintenant, je me dis, quelle est la part de l'enseignant dans cette histoire? Vous savez que quand les inspecteurs organisent l'examen d'État, ils utilisent toujours les enseignants pour la surveillance, pour la correction et plus tard, vous vous plaignez comme quoi il n'y a pas rétrocession. Excusez, je vais y arriver. C'est ce que je voulais exactement dire. Vous trouvez que les enseignants qui souffrent pour la correction de l'examen de dissertation, ils ne sont pas considérés. Bien considérés. On fait abstraction à eux, on se demande ce que c'est. Alors, mais les enseignants ne peuvent pas travailler aussi gratuitement. On a fait $6, $15, $100, $40. On doit aussi donner à l'enseignant quelque chose qui convient. Comme les années passées, les années à part l'année passée, c'était $60 pour la correction et la surveillance des examens. L'année passée, les honorables députés du Sud Kivu avaient insisté que le taux de participation soit de $25. On a donné, je ne sais pas si c'est $25 ou $20 aux surveillants, aux enseignants qui ont travaillé. Les enseignants sont sortis de là comme ça, très dessus. Et il y en a qui sont restés avec les pour aller plus loin, il y a même des surveillants de l'ENAFEP qu'on n'a pas payé. C'est-à-dire jusqu'à présent, les enseignants des écoles primaires nous demandent de demander leur argent pour le travail qu'ils avaient fait l'année passée. Maintenant, je me demande, si les organisateurs
Parce que les honorables sont peut-être au bureau, ils sont à la maison, ils ne font que parler. Mais les gens qui gèrent cette situation de manière pratique, matérielle pratique, ce sont les inspecteurs. Ce sont eux qui connaissent les difficultés qu'ils peuvent parcourir. Donc, si on n'a pas donné, on n'a pas payé tous les intervenants l'année passée, est-ce qu'avec 15 $, on va payer tout le monde? On va faire participer tout le monde? Et donc, il y a des enseignants. Si je vous comprends bien, vous plaidez pour les 40 $. Je ne suis pas pour. 40 $, c'est beaucoup d'argent. Je viens de suivre la question. 40 $, c'est beaucoup d'argent à l'entendre. Oui. J'aurais d'ailleurs souhaité que ça soit zéro. Ma position pour moi, ce soit zéro parce que le gouvernement devrait très bien faire. Excusez, je vais y arriver. Le gouvernement devrait tout faire pour que les enfants ne puissent pas payer pour présenter l'examen d'État. Parce que si on interroge l'histoire, avant 1990, je ne sais pas s'il y a parmi vous, comme moi peut-être, il n'y a personne qui a présenté l'examen d'État à l'époque, peut-être les parents. Je crois qu'avant 1990, j'ai interrogé l'histoire, à l'époque de Mobutu, on ne faisait pas payer les frais de participation à l'examen. Vous allez aussi vous en faire. Donc, d'où est venue cette pratique? C'est-à-dire, à un moment donné, les gouvernements comprenaient que c'est ça qui s'est passé. Alors, vous plaidez pour combien en tant que moi, en tant que seul, directement. Je ne peux pas vous demander directement, je ne peux pas vous dire que je vais vous donner même 0 francs. Je suis dans la situation, pour la situation actuelle, dans le contexte où nous sommes maintenant. Oui. Je pense qu'ils peuvent payer ce que les techniciens ont demandé. 40 $. 40 $. Et cet argent, les députés ici, leur bureau, le fonctionnement de leur bureau, s'ils se disent libérer même les bureaux, le fonctionnement de leur bureau pour un mois, ils peuvent couvrir les 40 $ et les enfants. Ça, je comprends. D'accord. Vous comprenez qu'il y a un problème qu'on est en train de créer pour embrouiller certaines personnes, surtout les enseignants et les enfants. S'il vous plaît, merci. On va accorder la parole aux parents. Ali Chirouza Jean-Paul qui est avec nous sur ces plateaux, qui représente donc les parents d'élèves finalistes ici. Vous avez suivi tout à l'heure l'enseignant, il est membre du Cinécat, Tadé Zirumana, qui lui accompagne les inspecteurs dans leur lutte. Merci il faut beaucoup. 40 $. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais à ce que venait de dire mon co-débatteur Tadé, je pense qu'il est en train de se contredire. Il part pour 0, il conclut à 40. C'est-à-dire, il se voit, il a montré sa position de 40. Moi-même. Parce qu'il aimerait se retrouver moi-même qui suis après le travail à abattre. Moi-même qui suis parent, je suis la source de ces élèves et je veux que le travail s'effectue en bonne et due forme. Il a parlé de l'évaluation. C'est bon qu'on évalue quelqu'un qu'on a formé pendant tout ce temps. Nos inquiétudes en tant que parents, nous sommes en train de voir nos élèves au milieu et ils vont être des conséquences. Et donc, nous, on n'est pas là pour fixer, mais comme il a aussi parlé de l'époque de Mobutu quand on payait 0, c'est-à-dire, et aujourd'hui on peut payer 0. Nous, parents, si on dit pour 0, nous acceptons. Mais nous voyons la conséquence de nos enfants, parce que quand on va expédier ce qu'ils appellent mal, l'honorable a parlé du poids que pèse ces mal par rapport au transfert. Moi, je pense que je ne suis pas technicien en matière, mais il y a des imprimés de valeur qui ne doivent pas être transportés comme on transporte les maniocs, la farine de maïs et les haricots à provenance de Goma et de Kinshasa, ou la viande. Donc, je ne sais pas comment vous transportez ce truc. Mais nos inquiétudes, nous, en tant que parents, nous voulons un éclaircissement. Nous voulons une décision ou un arrêté consensuel. Ok? Que cet arrêté soit consensuel. Les techniciens en matière. Encore à 25 $. Écoutez-moi, monsieur le journaliste. 25 ou 45. Je vais y atterrir. Les techniciens en matière plaident pour 40. Pendant qu'ici, il y a 15. Maintenant, il y a un jeu de 25. Nous, parents, nous posons la question. Étant vulnérables, bien sûr, par rapport à la période de Covid, mais nous ne sommes pas plus vulnérables par rapport à ceux qui sont à Goma avec le volcan, qui ont fini avec cette histoire. Il n'y a pas une deuxième session pour les examens d'État. Et nous sommes en train de voir que nous sommes piégés encore une fois. Et l'année prochaine, quand il y aura un flou, ces enfants vont revenir encore au banc de l'école avec les primes, avec les primes, avec les primes.
et nous serons perdants par rapport à la différence de 25. Nous avons les décideurs qui soient les gouverneurs. Il y a un édit qui a été fait par les députés. Est-ce que cet édit a été fait sans qu'ils ne descendent voir la budgétisation, quels seront les frais qu'ils doivent couvrir par rapport au transport, par rapport à la faisabilité paiement. possible. Voilà un peu. Nous avons besoin que l'édit, ou pardon, que l'arrêté du gouverneur soit consensuel. Qu'on se le dise, nous on est parents. On peut donner la ration à sa femme. On pense qu'on a donné la ration à sa femme, que les enfants vont manger. Vous partez, ça n'a pas été budgétisé. Mais on va vous donner à manger, on vous dit, il n'y a pas du sel. Même si c'était du poisson ou la viande grillée, il n'y a pas du sel, vous allez dire que vous avez mangé. Nous avons besoin d'un arrêté du gouverneur qui soit consensuel, mais à l'intérêt de l'élève. À l'intérêt de l'élève. À l'intérêt de l'élève, ça veut dire? Nous, parents, que nous ne soyons pas lésés. Tout à l'heure, l'enseignant venait de... Bon, je ne sais pas ce qu'il a montré, est-ce que c'est à l'intérêt de l'enseignant, celui qui accompagne, bien sûr, et qui travaille pendant toute la période de l'exéta, ou c'est à l'intérêt aussi de l'élève? Oui, monsieur le journaliste, pour que j'atterrisse bien, oui. par rapport à ce que disait l'inspecteur, que le gouvernement provincial ou les députés ne sont pas habilités pour fixer ces frais. Mais ayant fixé aussi cela, qu'il justifie, n'est-ce pas, cet argent, comment ça va fonctionner, que ça soit justifié. Voici les plateaux auxquels nous sommes. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un plateau comme celui-ci. Il y a un budget qui a été mis en exercice pour que nous ayons un plateau comme ça. C'est pour cette raison que nous, en tant que parents, pendant un bref délai, c'est la lettre que nous avions aussi écrite au gouverneur, dans le 72 heures aujourd'hui, ça va expirer demain, que nous ayons la précision. Pour que nous n'envoyons pas les enfants avec des policiers, des ANR, est-ce qu'on a accepté, nous ne voulons pas ça. Et on s'était réunis la fois dernière à la colline des Caraïbes. Nous lançons encore une invitation aux parents pour ce mardi à 9h. Le lien sera communiqué par presse pour que nous atterrissions avec la lutte que nous sommes en train de faire. Merci, M. Ali. L'inspecteur Bahati Nalundia, je vous écoute encore une fois. Vous avez suivi l'honorable Boumou tout à l'heure et qui a dit quelque chose. Hein. Il a dit, est-ce que vous pensez que le $40, c'est juste pour l'exéta, ou il y a Kinshasa qui pèse sur vous au niveau des provinces et ce qui vous pousse à rehausser même les frais scolaires? Ce n'est pas le poids de Kinshasa qui pèse sur vous. Et d'ailleurs, les $40, la date de 2017. C'est depuis 2017 donc on avait va déjà garder les statu quo, commencé. on ne va pas changer. Et d'ailleurs, je vous apprends que c'est la province du Sud qui est la province la plus. Ailleurs, c'est au-delà des 40. C'est combien ailleurs? Au nord, c'est 45. À Kinshasa, c'est 90 000 francs. Dans les autres provinces, c'est au-delà des $45. Alors, pour plus de précision, l'examen d'État, la session que nous allons commencer bientôt, si tout va bien, emploie autour de 6500 intervenants, dont 1800 surveillants, 4000 examinateurs, 400 correcteurs et d'autres qui sont les inspecteurs, qui sont les enseignants. L'année passée, on a connu. À titre illustratif, mon ami Ziali qui est parti faire passer l'examen de TENAFEP à Kaoukoum. Après l'examen, après avoir fait travailler des vieilles mamans enseignantes à l'école primaire pendant 3 jours, les derniers jours, il dit non, madame et messieurs, merci pour ce que vous avez rendu comme travail à la nation. Dieu seul vous récompensera. Qu'est-ce que vous, monsieur les journalistes, ça c'est vraiment plausible. Et qu'est-ce qu'on a fait de lui? On lui a ravi l'exitem, on lui a ravi les copies d'examen. Il a directement appelé les sous-prophètes. Les sous-prophètes qui est venu avec des policiers et des agents de parquet. Alors ces messieurs ont dit aux sous-prophètes, avant toute négociation, tu dis aux agents du parquet, aux policiers de retourner. Sinon on te tranche la tête et on tranche la tête de vos délais de ton inspecteur. Les policiers sont retournés. Notre ami a négocié, les sous-prophètes a négocié avec les enseignants et on lui a remis les items. Il est parti avec, promettant de payer les lendemains. Mais je vous apprends que jusqu'aujourd'hui, ces gens n'ont jamais été payés. Et comment l'inspecteur ira là, encore une fois, pour aller les tromper?
Vous voulez qu'il soit qu'on le trache la tête? C'est pratiquement impossible. Dans le même si je comprends bien, avec les $40, vous avez peur. La raison pour laquelle vous avez fixé. Dans le même. Pas qu'on a peur d'être tué. On a peur de ne pas organiser convenablement puisque les intervenants risquent de refuser. Les surveillants, on risque de manquer de surveillants. Les inspecteurs ont déjà refusé et qui ne seront pas là. Les inspecteurs, eux, ne sont pas prêts à aller travailler dans les conditions comme ça a été l'année passée. Les inspecteurs ne sont pas. La question, et à l'heure où je vous parle, je parle au nom de tous les inspecteurs. La question, vous avez suivi l'honorable Bombou dire pourquoi vous avez attendu aujourd'hui? On n'a pas attendu aujourd'hui. Oui, de décembre dernier. L'élaboration du budget de l'examen d'État comme institution est parvenue au gouvernorat en décembre. Si le gouverneur n'a pas fait son travail, à qui revient la faute? Donc la balle est au gouverneur. À qui revient? Il ne veut pas signer. Il y a ce message. Je vous apprends une autre chose. Oui. Mon ami l'inspecteur Banyanga, il était chef de centre d'examen d'État à Katana, dans le même milieu. Juste le dernier jour, quand il a payé les intervenants, il a donné à chacun $20. C'est puisque c'est tout ce qu'il... On lui a dit, c'est ici où le phénomène de Kabanga a commencé, mais si vous avez toujours échappé, on va commencer par vous. Non, s'il vous plaît, il était obligé de donner tout ce qu'il a. Il avait reçu $110, il les a donnés, ils se sont encore pas. Et il est rentré chez lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on continue à travailler de cette façon? Je crois que ceux qui ont. J'aimerais poser une question à l'honorable inspecteur. Oui. Ceux qui ont surveillé l'examen d'État l'année dernière à Katana, ce sont des intellectuels quand même, ils ne sont pas. Moi je vous dis, ils sont arrivés à cela. Ah, ils ne sont pas des gens de Kabanga. Ils sont arrivés à cela. Comme preuve, aller dans ces milieux, poser la question à ces gens, ils vont dire que les mêmes conditions de l'année passée. Alors ce sont des bandits que vous avez utilisés. S'il vous plaît, honorable. S'il vous plaît, honorable. Alors si je comprends bien, s'il vous plaît, honorable. Si je comprends bien, vous avez utilisé les bandits, alors ce n'était pas des intellectuels. Des enseignants, des intellectuels. Et qui ont parlé Kabanga, les enseignants? La question que je voulais de me poser à l'honorable, oui. Quel est ce texte légal qui donnait à l'Assemblée provinciale d'échanger ce que le comité provincial de l'éducation a proposé? Vous aviez déjà proposé d'abord? On avait proposé, je vous dis bien, depuis le mois de décembre. Avec copie à l'Assemblée provinciale? Bien sûr. D'accord, bien. Alors, il y a ceux qui vous suivent à Qatar. Il me prouve le contraire. S'il vous plaît, monsieur inspecteur, il y a ceux qui vous suivent à Qatar et qui ne sont pas du tout contents. Donc, quand vous dites... Et ils vont me dire qu'ils n'ont pas séquestré les chefs de centre. Et qui ont, ils vont me dire qu'ils n'ont pas ravi, on n'a pas ravi là, les copies d'examen aux chefs de centre. Ce sont les bandits que vous avez utilisés. C'est vous qui utilisez les termes. Non, quand il parle des Kabanga, des intellectuels, des surveillants des examens d'État, ça c'est... Sinon, c'est grave. Alors, si l'honorable pouvait nous donner les textes légaux qui autorise à l'Assemblée d'échanger la proposition de la... Après vous, ça serait vraiment intéressant. Après vous, ce sera lui. Mais répondez à ces messages. L'EDI, qui est une loi au niveau provincial, a déjà résolu la question des participations aux examens d'État. Je sais que certains syndicats et certains comités des parents pensent que les parents sont des vaches laitières. Bravo aux honorables députés. Même à moins de $15, on peut organiser des examens. C'est Fidel Mugisho Kabonga qui est enseignant et en même temps parent. Inspecteur. Ok. Regardez dans la Constitution, chapitre 2, article 3. Non, article 34. Tout est dit. Bon, malheureusement, je n'ai pas tous les textes en fait. Tout est dit qui ne cadre pas avec la réalité des histoires pareilles. Et nul. Bon, je suis sûr qu'ici vous avez la Constitution. Ça, on va voir. Alors, cherchez dans la Constitution. En plus, notre ami l'enseignant, il a bien dit. Passer les épreuves dans les conditions telles que ça a été l'année passée, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Et vous parlez de l'argent qui va à Kinshasa. Pour l'argent qui va à Kinshasa, il y a une partie qu'on utilise pour payer les correcteurs. Il y a une partie qu'on utilise pour payer les compositeurs. Et une partie qu'on utilise pour l'impression des diplômes. Alors moi, je crois que nos amis les honorables, nos députés, nos élus,
s'ils ont quelque chose à demander, ou bien s'il y a quelque chose qui les échappe, il fallait demander aux inspecteurs de les expliquer qu'est-ce que l'examen d'État, comment ça se passe et qu'est-ce que ça demande. Mais ils ne veulent pas qu'il soit expliqué, puisque ce sont des honorables, ils ne veulent pas avouer que réellement ils ne connaissent pas cette matière. Ils veulent se mêler dans le matière. D'accord. Ça, on a compris. Ils n'ont pas d'élèves. Donc, vous en prenez donc à l'Assemblée provinciale. Honorable Bombou, rapidement. Oui, vous avez suivi préciser certaines choses. la préoccupation de l'inspecteur. Je vais d'abord préciser quelque chose. Oui. C'est la Cour constitutionnelle qui doit juger conforme aux conformités, non conformes les lois, ou bien les dits, quel que soit. Ce n'est pas aux inspecteurs, ni à un mois ou bien les débuts. Donc ça, c'est une matière propre à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ici le débat. Je crois que nous devons respecter les enseignants. Ça, c'est vraiment, j'insiste sur ce point-là. Pour les intérêts, comme on le sait, tout le monde le sait, nous sommes dans un pays où tout le monde connaît tout le monde. Ce qui se passe dans l'enseignement, tout le monde le connaît. Et je pense que le président de la République met son bataille par rapport à la corruption. J'ai dit là, l'argent transféré à qui? Est-ce que l'argent des transferts de qui doit passer par l'Orange Money ou bien RTL ou bien... C'est la corruption. L'argent, c'est dans les banques. Les transferts dans les banques. Moi, je vous ai dit ceci, vous êtes un journaliste investigateur, si vous je ne sais pas si vous le savez, vous l'êtes, arrivez au niveau des profils, ils vont vous expliquer ce qui a été vu par rapport à tout cet argent-là, les mannes d'argent qui rentrent à qui. Je vous ai dit les transports. Vous avez au moins une idée, qu'est-ce qui a été... Si, je suis allé parler du général. J'ai parlé des frais de transfert. Je peux te donner l'exemple des frais de transfert. Si on vous dit des 1000 $ pour les frais de transfert, pour Airtelman ou Vodacom, vous pensez que ça c'est légal? Ce sont des choses qui passent dans les poches des gens. C'est-à-dire que dans cet argent-là, comme ils sont dépendus pour les 40 000, la majorité de cet argent-là, c'est pour les transferts des autorités à Kinshasa. On le sait. Mais je vous dis, pour que nous puissions faire les dits, comme on l'a dit là-bas, nous, notre rôle, c'est le contrôle. Vous ne pouvez pas nous dire que non, aujourd'hui, on va payer 100 $ et puis on vous accepte parce que le comité a dit on va payer 100 $ sans contrôle. Ou bien notre rôle, c'est quoi? Nous sommes les représentants de la population et aussi nous sommes là pour le contrôle. Et je vous ai dit, si c'était objectif, comment ils ont attendu toute une année pour soulever cette action-là? Parce que tu trouves maintenant, nous sommes dans un fait à une semaine. Oui. Même aussi l'exécutif provincial, pourquoi on n'a pas encore donné l'arrêté? S'ils savent que ce n'est pas la matière à nous, c'est dans les budgets, c'est dans les budgets de la province. Et j'ai dit à l'inspecteur, il ne faut pas qu'on vous mette les choses dans la bouche. Ici, nous sommes devant les plateaux de la télévision, c'est pour éduquer, pour tout le monde nous suit ce que nous disons. C'est ça. L'enseignement primaire et secondaire, c'est une matière propre à la province. Nous devons légiférer sur cette question-là. C'est à nous. Je sais que vous êtes les constatés, mais vous êtes sous l'autorité de l'autorité provinciale, l'inspecteur provincial. Vous ne dépendez pas directement des ministres de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes prêt à tenir en compte les observations des inspecteurs? Parce que c'est eux les techniciens. Notre problème, dans la vie aussi, il ne faut pas utiliser on appelle la malignité. Nous devons nous savons là où nous allons venir juste à 2 jours, 3 jours, nous allons nous mettre devant un fait. Ils nous mettent devant un fait. Mais nous disons ceci, les budgets, vous savez que les dits budgétaires, c'est le domaine de la loi. Personne ne peut pas enfreindre la loi. La loi est là et la loi est claire. Et les inspecteurs et l'exécutif provincial sont soumis à cette loi-là. Je lance encore le message. C'est vrai, nous sommes en attente de l'exécutif provincial pour nous donner l'arrêté. C'est ça. Hein? C'est aujourd'hui. Même si ça en prenne à nous, mais il devait s'en prendre à l'exécutif provincial parce que c'est lui qui a laissé tout le temps. Nous attendons que l'autorité provinciale puisse donner son arrêté. N'est-ce pas? Mais aussi, je lance encore cet appel qu'il ne faut pas que les gens soient distraits. Nous rentrons en session de septembre, c'est une session qui est budgétaire. C'est là où tous doivent se passer. C'est au moins là des dessins. Ils ne vont pas attendre à 2 jours, 3 jours d'examen d'État. C'est ce que je vous ai dit. Donc, ils doivent déjà commencer à préparer. Les états-majors doivent déjà commencer à fonctionner parce que nous devons encore nous atteler sur les frais de participation des examens d'État. On va encore traiter ça pour la session de septembre. Vous allez encore dans baisser. notre budget. Vous allez encore baisser.
Hein? Vous allez encore baisser. Mais j'ai dit ici, à 10 dollars. j'ai dit ceci, Oui. ce n'est pas seulement les frais de participation d'ici des parents qui doivent organiser les... C'est ce que j'ai dit, non? Oui. Même l'État aussi, les budgets de l'État au niveau de Kinshasa et au niveau de la province, on doit aussi, ce n'est pas tout ça sur la charge des parents. Non, nous tous, nous sommes des parents. Moi aussi, j'ai beaucoup d'enfants, c'est ça. C'est ça aussi, ce n'est pas dire que nous devons tous. Vous savez, même les paiements là, nous payons même pour les autres. C'est ça, nous sommes là, nous les députés, nous représentons la population. C'est-à-dire quoi? Je pense que nous devons veiller sur ça pour le mois de septembre et nous devons aussi arriver à pousser et le gouvernement provincial et le gouvernement national de contribuer aussi aux examens, aux examens d'État. Tadé. Oui, bon, j'ai suivi Vous l'honorable. avez suivi tout à l'heure Ali, qui représente les parents sur ce Oui, plateau, j'ai dire suivi il faut que l'honorable, tout j'ai se suivi. fasse dans l'intérêt des enfants. Je l'ai dit et je le répète Mais exactement. pour vous, il faut que tout se fasse dans l'intérêt des Des enseignants. enfants et des enseignants. Les deux. Des enfants et des enseignants. Parce que ce sont les enseignants qui encadrent les enfants de la première en 6e année. Et ils sont prêts à présenter ces enfants pour affronter ces examens. Par conséquent, Donc c'est nous n'avons 40 pas dollars. peur. Et donc, que ce soit 40 $, que ce soit ce qu'on va donner, pourvu que d'abord l'examen se passe dans un climat sain. Et si les Deuxième frais, chose. et si les frais étaient maintenus Deuxième- à 25 $, Deuxième à chose, 25 si $, c'était à 25 $, c'est ce qu'on a vécu là-dedans. Je vous dis l'examen d'État. il y je vais aura dire ça encore à des l'honorable. items qui seront confisqués. Excusez, ce que je vous dis ici, l'examen d'État, c'est comme quand les députés sont dans une session extraordinaire. Donc pour nous les enseignants aussi, quand on nous prend pour la surveillance, pour la correction, on comprend on est dans une situation, on quitte l'ordinaire. Et donc on s'attend à quelque chose d'ordinaire. Alors, si, tel que l'honorable l'a dit, si leur bureau peut libérer, je l'ai bien dit, même un mois de fonctionnement, je pense que ça peut couvrir les 25 $. Les fonctionnements là, c'est combien? Moi, je ne sais pas, mais je sais que c'est beaucoup d'argent. Ça C'est fait combien? mal. C'est Vous avez- c'est beaucoup. combien? Nous sommes dans Donnez des- l'idée. Combien? C'est beaucoup d'argent. Combien? Beaucoup, ça veut dire combien? Même deux, c'est déjà beaucoup. Non, non, juste une idée. Combien? Ils connaissent, je ne vais pas dire ce qu'ils veulent cacher. D'accord. Ce que les députés veulent cacher, je ne vais pas le dire pour eux. Et d'accord. puis aussi, nous sommes aux médias tels qu'ils viennent de me le signaler. Mais au moins, je vous dis, avec ce qu'on a vécu l'année passée, les enseignants ne sont pas prêts à servir. Donc, la correction de dissertation, la correction, la surveillance, tout ça, les enseignants ne sont pas prêts à rendre au gouvernement ses services. D'accord. Donc, Si je comprends bien, ça, c'est la question que j'ai posée à l'inspecteur quand on a commencé cette partie ici. Ça, c'est une forme de pression sur le gouvernement, c'est ça? ce n'est pas une forme de pression. Parce que je l'ai bien dit au début, on ne devrait même pas encore parler de cette matière aujourd'hui. Parce que c'est depuis le 29 décembre que le comité provincial avait présenté, proposé les budgets de l'organisation de l'examen d'État. Mais le gouvernement s'est tué, on est calme, on s'est dit, bon, nous allons voir comment ça va aller. Maintenant, nous sommes à la dernière minute. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des problèmes. Et vous étiez au courant de L'honorable- vous étiez au courant de l'honorable- qui a été voté par L'honorable l'a bien dit. Oui. Si en session de septembre, on peut encore revenir à cette matière pour l'année prochaine, c'est bon. On peut y revenir. Il peut aussi nous les révéler, parce qu'on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, à quelques jours de l'organisation de l'examen d'État, les techniciens ont montré qu'ils ne peuvent pas organiser ça avec moins de 40 $. Ils ont raison. Vous ne pouvez pas donner à votre femme 5 000 francs, vous vivez à Bukavu, et prétendre manger la viande ces jours-là. Je crois que vous allez prendre des cas de Tchungu. C'est ça ce qui va vous réunir. Donc, Alors, si je comprends bien, ce qui sera donc, fait, c'est vraiment du désordre dans les c'est du désordre et puis nous ne cautionnons pas. du désordre organisé, en quelque sorte. Organisé par qui? Peut-être par les honorables Par les, députés par qui les, n'ont pas par compris les, qu'il par, fallait par les collaborer. concernés. Donc, à vous entendre parler. Qui n'ont pas voulu collaborer avec les inspecteurs qui organisent ces examens. On vous entend parler et c'est vraiment inquiétant. Alors, quelle conclusion, Ali Kiroza, rapidement, s'il vous plaît, on va... En tout cas, conclusivement, je vais un peu épingler ce qu'a dit l'honorable Bumbu. Il a posé la question à l'inspecteur ici, la source de l'organisation de ces examens. Il a cité qu'il y a la partie allouée au gouvernement central et provincial. Nous savons qu'il y a un 30%. Est-ce que ces 30% étaient injectés dans cet exercice ici?
c'est comme il a voulu dire les fonctionnements. Ils ne font pas conduire seulement les fonctionnements. Les 30% alloués à l'éducation. Est-ce que ça a été injecté dans cet exercice ici pour qu'on sache qu'avec les 30%, plus les 15% que vous aviez dit, ça couvre pour qu'en plus on ne puisse pas s'acharner à nos éducateurs. Nous sommes en train de voir, comme je le disais encore, il n'y a pas une deuxième session d'examen d'État. Et ce sont nos enfants qui sont au milieu. Et ça ressemble à la guerre d'un frère et sa soeur, et quelqu'un qui était plus fort que son frère, et la sœur qui aimait seulement son frère, il dit Chibigyu Moucha Okireko. Et on tape sur son frère, et c'est Chibigyu Moucha Okireko. Ose encore bouger sur lui. Et on tape sur son frère, et la sœur n'avait rien à faire. Nous, parents, nous sommes en train de nous voir que vous voulez nous plonger dans un chaos, pour que quand ça va être flou, nous rentrons encore à l'année prochaine, nous repayons, et ce seront nous qui serons des perdants. Nous, on a dit, et on a répété encore, que le gouverneur nous signe cet arrêté, et que cet arrêté soit à l'intérêt de l'enfant, et que cet arrêté soit consensuel avec les techniciens. C'est ce que nous voulons seulement. Consensuel avec les techniciens. Donc, quel arrêté tient en compte et la proposition des députés. Parce que dans leur cabinet, ils ont des techniciens en matière d'enseignement qui fassent encore une petite descente et qui disent que non, avec ces budgets, on peut épargner ceci à nos enfants et on peut plutôt mettre ici à l'intérêt de nos enfants et les examens vont se passer en bonne et due forme. Vous êtes prêt à payer pour $40? Parce qu'il y en a de ces parents qui ont commencé à payer ces $40. Ceux qui payent pour $40, ils payent derrière la porte sans récit. Et dans d'autres provinces, comme il a dit qu'il y a ceux qui payent 45, 50 ou 90, et il y a d'autres provinces qui payent pour zéro. Il y a d'autres provinces qui payent pour zéro. Ceux qui payent pour zéro, maintenant, ces enfants n'auront pas les mêmes diplômes comme nous ici qui tirons la chevelure de 25, 15, 40. Notre problème, nos parents, je ne cesse pas de le dire. Conclusion. J'ai conclu par dire que, quand même, qu'il n'y ait pas celui qui s'impose contre l'autre, et l'exécutif, et les inspecteurs, pour la défaveur de nos enfants. Qu'ils se mettent ensemble, qu'il y ait une décision consensuelle. Merci. Et le plus vite possible que le gouverneur se prononce. Merci. Que le gouverneur se prononce, alors on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il ne s'est pas encore prononcé jusque-là, pourquoi ça tarde? On devrait être avec un conseiller au ministère provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici, malheureusement. Bon, il ne s'est pas excusé non plus, il n'est pas avec nous. C'est pas une bonne manière quand même, mais il a toujours été avec nous. Là, je ne veux pas l'en vouloir. Inspecteur, quelle conclusion? Qu'est-ce qu'il faut retenir? En fait, avant de donner une conclusion, l'honorable a parlé quelque part de la Cour constitutionnelle pour trancher. Je vous apprends que dans notre dernière lettre adressée à M. le gouverneur, nous avons demandé à ce qu'il fasse recours aux instances juridiques pour interprétation des textes, chose qui n'a pas été. Aussi, si j'ai bien suivi l'honorable cherche à montrer qu'il veut parler pour les parents, puisque les parents sont pauvres et non rien. Si réellement l'honorable voulait parler... Je n'ai pas dit de la pauvreté. Bon, vous n'avez pas parlé de la pauvreté, mais la charge. Voilà. Si vous voulez parler pour la population, vous n'avez pas parlé contre la résurrection de l'après, mais pourtant, dans toutes les écoles ici à Bukavu, sauf peut-être à Tenay, mais dans toutes les autres écoles, et on paye plus que ce qu'on payait les années antérieures. Et vous le savez très bien. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ces gens? Ils ont bafoué volontairement l'arrêté du gouverneur fixant les frais à payer. Ok? Alors, en conclusion, moi-même je suis parent et en tant que parent, je paye pour mes enfants. Moi j'aimerais aussi à ce que ça soit gratuit. Mais regardez par exemple pour l'année passée.
Le manque à gagner qui devrait être payé par l'exécutif provincial ou national pour les TENAFEP, puisque c'est seulement les écoles privées qui ont payé. Au Sud Kivu 3, pour qu'on puisse payer les enseignants, comme notre frère l'a dit, puisque les enseignants n'ont pas été payés pendant ces évaluations l'année passée. Le Sud Kivu a besoin de... Le Sud Kivu 1 a besoin de 805 640 $. Le manque à gagner. Le Sud Kivu 3 a besoin de 182 330 $. Le Sud Kivu 2 a besoin de, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est autour de 400 000 $. Cet argent n'a pas été débloqué par lui. Est-ce que c'est l'argent de l'ex-État qu'on va débloquer au moment où on n'a pas payé même l'argent de l'année passée? Peut-être si vous n'êtes pas informé, Excellence honorable, comme honorable. Je suis pas excellent. Ok, honorable. Si vous n'êtes pas informé, vous êtes là pour plaider pour tout le monde. Demandez d'abord au gouvernement de payer cet argent pour qu'on puisse payer les enseignants. Puisque notre ami, il a bien dit, ils ne sont pas prêts à nous accompagner tant qu'ils ne seront pas bien. Merci inspecteur. Si je comprends bien, vous révélez à ce que j'ai dit. Donc c'est une forme de pression que vous mettez. Ce n'est pas une pression. Si c'était une pression, la proposition, le budget de l'examen d'État ne serait pas déposé au gouvernorat et à l'Assemblée en décembre. Merci. Si c'était une pression, on le ferait avec retard. Merci. Je vous écoute, Tadé Zeromana, avant l'honorable. Oui, merci. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous prions aux inspecteurs de tout faire pour organiser les examens d'État. Et que nous allons aussi voir à notre niveau comment sensibiliser les enseignants pour accompagner les inspecteurs. Et interdire à certains d'employer les mots Kabanga. Oui, les mots Kabanga. Ça ne fait pas plaisir. Monsieur l'inspecteur, ça sort mal. Ça ne fait pas plaisir. Je vais dire, si vous sentez que réellement les inspecteurs sont en difficulté, trouvez comment compenser les 15 $ que vous avez proposés, si au niveau du gouvernement, si c'est au niveau du gouvernement national, compenser pour que ces inspecteurs organisent. Compenser ou proposer un budget rectificatif, vous l'avez suivi tout à l'heure? Bon, c'est-à-dire quoi? Vous aurez la parole, honorable. Honorable, je voulais souhaiter que vous trouviez, je vais finir, vous trouviez dans un bref délai comment couvrir les 25 $ qui fait aujourd'hui un faux débat. Les 25 $ ou... Pour réaliser les 40 $ que les inspecteurs veulent. Alors ça on vous comprend facilement. Donc on vous comprend, vous êtes de ce côté-là des enseignants, alors que les parents, lui, n'ont pas été du tout d'accord. Il a dit il faut trouver un consensus dans cet arrêté du gouverneur, très attendu. On ne sait même pas pourquoi est-ce que l'arrêté n'est pas signé. J'ajoute que cet arrêté sera là. Honorable Bumbu, rapidement. Je suis vraiment content pour comment on a chuté. Okay. Parce que nous avons opté pour un État unitaire décentralisé. Et la matière de l'éducation, EPSP, c'est les progrès à la province. C'est-à-dire, c'est nous qui devons contrôler tout ce qui se passe dans notre province par rapport à cette question-là. Mais je vais revenir ce qu'il a dit. À la préoccupation de l'inspecteur. Oui. Parce qu'il avait dit les primes ont même été multipliées au niveau des écoles. C'est vrai. Nous nous sommes adressés à cette question-là et nous avons donné une recommandation au niveau du gouverneur de faire l'arrêté dès l'ouverture de l'année scolaire. Il faut déjà qu'il fasse l'arrêté. Parce que c'est cet arrêté-là qui fait toujours des confusions. Si l'arrêté sort un peu en retard, il y a déjà des organisations au niveau des chefs d'établissement avec les parents. C'est ce qui était fait. Maintenant, nous avons demandé au gouverneur, cette fois-ci, de nous faire les arrêtés juste après l'ouverture, comme ça, avant. Comme ça, déjà, on va ouvrir les écoles pour dire que voilà ce qu'ils vont payer. Mais à ce qui est de l'édit budgétaire, je lance encore cet appel à tout le monde. Quand nous allons faire la session ordinaire, il faudrait que tout le monde s'y mette au travail. Tout le monde mette leur budget. Et ces budgets doivent être contrôlés par nous l'Assemblée. C'est nous qui sommes les autorités budgétaires au niveau de la province. Vous n'allez pas nous attendre juste après. Nous avons déjà voté les budgets, c'est déjà promulgué, pour commencer encore à répondre des débats comme ça. Je pense que dès la session de septembre, on doit déjà s'y mettre tout le monde. Mais nous demandons au gouverneur, c'est ça, au gouverneur des provinces, de faire l'arrêté. D'accord. Pour qu'il puisse éclaircir
et tout le monde. Et je crois qu'il va respecter les lits budgétaires. Merci. Voilà. Merci. Okay, C'est une petite intervention. La toute dernière. On avait déjà fini, inspecteur. La toute dernière. Oui, inspecteur. Puisque je vois que l'honorable, apparemment, il a besoin des textes légaux qui va peut-être l'aider, l'éclairer quant à l'organisation des examens d'État. Rapidement. Okay. Alors, pour cette raison... Mais il faut pas... Non, moi je crois que ça c'est un débat parce que dans ces cas-là, il ne peut lire qu'un seul article. Non, on va l'écouter. Il faut lire l'entièreté des articles. Honorable, j'allais vous donner tellement de références puisqu'on n'a pas le temps de tout terminer. La loi cadre de l'enseignement en RDC de 2014, l'ordonnance loi numéro 88-092 de 1988. L'arrêté ministériel numéro 0497 de 2017, l'arrêté ministériel 0871 de 2020 parle de la fixation des frais de... Oui. Donc ça c'est un arrêté. Arrêté ministériel parle de la fixation. Parle de la fixation des frais de participation au TENAFEP, au jury national du cycle court et à l'examen d'État. Dispose que ces frais sont fixés par les gouverneurs des provinces sur proposition de la commission provinciale de l'EPST et payés par tous les candidats finalistes. Merci. Alors, où est le rôle maintenant dans tout ça de l'Assemblée provinciale? Donc, l'Assemblée provinciale a péché. Ça, c'est l'arrêté. Ça, c'est l'arrêté. Ok. Alors, si on parle aussi de l'ordonnance. Ok. Si je comprends bien. Maintenant, entre l'ordonnance présidentielle et l'édit des députés provinciaux, qu'est-ce qui prime? L'édit budgétaire, c'est une loi. Ok, c'est une loi, d'accord, mais l'édit par rapport à l'ordonnance, qu'est-ce qui prime? C'est vous qui connaissez bien. On termine. Merci beaucoup. Je crois que vous avez très bien conclu. Il faut que le gouverneur départage les deux parties, les deux propositions. Entre les inspecteurs qui proposent $40 américains et l'Assemblée provinciale qui se dit du côté du peuple, vu la situation économique actuelle, et propose $15 américains. Peut-être que le gouverneur va couper la poire en deux. Alors la question, est-ce que si elle coupait la poire en deux, supposons à $25 américains, est-ce que la situation de l'année passée ne va pas se répéter et qu'il y aura des surveillants qui vont s'accaparer des items et les saisir comme quoi ils ne vont pas les remettre sans qu'ils ne soient payés? Quelles mesures faut-il prendre pour ceux qui vont faire cela? Est-ce qu'ils ne sont pas dans les droits de se faire payer? Alors, il y a autant de questions. Wait and see, disent les Anglais. Moi, j'attends voir la suite de cette situation. Merci beaucoup à l'inspecteur Bahati Nalunja. Je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint du SINIECO, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'était la première fois d'être avec moi sur ce plateau, mais pas la dernière fois. Ça vous promettez, Mzee? Ça ne sera pas la dernière fois. J'ai toujours été ici, même si ce n'était pas possible. Merci bien. Ali Kiroza Jean-Paul, merci beaucoup. Vous êtes communicateur des parents d'élèves finalistes. C'était aussi la première fois d'être avec nous. Vous promettez d'être avec nous, même dans notre sujet? Au fur et à mesure. D'accord, merci bien. Merci, cher Ali. Merci à Tadej Ziromana. Il est secrétaire rapporteur du SINECAT AI, le syndicat national des écoles catholiques. Merci beaucoup. Merci à vous autant. C'était la deuxième fois d'être avec moi. Oui, c'était la deuxième fois. Pas la dernière fois. Oui, mais avant de quitter ce plateau, j'ai dit encore courage aux enseignants. Merci. D'accord. Merci bien. Je garde sur ce plateau l'honorable Bumbu Malite Job pour la situation sous-régionale, la RDC qui va intégrer l'East African Community. On va en parler tout à l'heure. La grande question, est-ce que nous sommes prêts et pour quelle compétitivité, quelle matière à présenter? On va en parler dans cette émission débat tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, on marque une petite pause et dans quelques instants, je serai sur ce plateau avec d'autres invités pour la deuxième partie de cette émission. Mzamwamba, élite domicile, territoire d'Ouvira, inquiète de constater... Mesdames, Messieurs, la suite de cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma Yakivu. Parlons de la situation
dans la sous-région des Grands Lacs africains, la RDC, qui voudrait donc d'ici là intégrer l'East African Community, la communauté des États d'Afrique de l'Est, cette structure qui a vu le jour depuis quelques temps et qui regroupe plusieurs pays, notamment le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie. Il y a également l'Ouganda, mais aussi le Sud-Soudan, la RDC qui va être le 7e pays. Donc les efforts sont donc en cours et la procédure, la RDC va l'atteindre. Le président Félix Tshisekedi, toutes mes excuses parce que j'avais tous les éléments avec moi ici, je les ai perdus par mes gardes. Eh bien, le président Félix Tshisekedi qui a dit que la République démocratique du Congo devrait déjà se féliciter de la bonne marche du processus d'intégration dans l'East African Community. Mais la grande question reste de savoir, est-ce que nous sommes prêts à intégrer cette structure, avec quoi comme compétitivité dans la sous-région? Il y a d'autres problèmes, notamment le problème du recensement, parce que dans ces pays-là, ils ont des cartes d'identité, tandis que du côté de la République démocratique du Congo, pas de recensement jusque-là, il y a des problèmes. Alors on va en parler tout à l'heure, tout au long de cette émission débat sur Radio-Télévision Ngoma Yakivo. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Fidèle Mugisho. Il est l'un des cadres de l'Union pour la Nation congolaise ici à Bukavu. Il est le président de la jeunesse de l'UNC. Bonjour Fidèle. Bonjour monsieur Mitima, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'être avec nous. Maître Edouard Makala, vous êtes le chef de département en charge de la justice et des droits humains à l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes également juriste. Maître Edouard, bienvenue. Bonjour de la chance, je salue mon ami fidèle. Et ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Merci, oui, merci. Merci les autres. Lite Bissimois, vous êtes avec nous, vous êtes économiste de formation, ça il faut que je l'ai dit, vous ne me l'avez pas encore dit, hein. Mais je me suis renseigné. Vous êtes économiste de formation, vous êtes également l'un des cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD du Sud Kivu. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, je salue tous les téléspectateurs de la radio télévision RTNK. Merci bien, c'est la première fois d'être avec moi sur ces... Oui, justement, c'est la première fois que je participe à cette émission. Ah bon, mais pas la dernière fois, vous me le promettez. Une chose aussi, je serai toujours... D'accord, merci bien. Une chose aussi, je vous appellerai. Merci. Merci bien. Merci à l'honorable Vumbumalité Job qui est resté avec nous. Il est le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Alors, sans toutefois tarder, mais une petite parenthèse. Je vais vous accorder la parole. L'homme de l'INC, Fidèle Mugisho, Fidèle, vous jouez avec les feux. Il y a le président qui s'est exprimé, il a fait plusieurs sorties médiatiques cette semaine. Et il a vanté Vital Kamerhe d'être un homme sérieux, respectueux, tout ça. Mais il a dit que ceux qui s'aventurent, ils jouent avec les feux. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme s'il ne veut pas que vous quittiez. Donc, évidemment, Vital Kamerhe lui-même, ça on a débattu sur ces plateaux, ceux qui s'aventuraient à dire non, on va briser les caches, le cap pour les changements, tout ça, quitter l'union sacrée, alors vous jouez avec le feu. Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'emblée féliciter le secrétaire général de mon parti, Billy Kambale. Je voudrais également féliciter l'honorable maître Alfred Maché, qui est le porte-parole national de mon parti. Les deux jeunes, parce qu'ils sont jeunes, ont fait que le président Félix Tshisekedi se prononce. Il joue avec les pour la première fois dans l'histoire qu'un secrétaire général, pour avoir pris la parole, ou un porte-parole, que le président de la République réagisse. Et nous, ça nous a fait plaisir et c'est une réussite. Je voudrais déjà rassurer aux membres, aux militants, sympathisants de l'INC que désormais nous avons une équipe qui fait peur même au président de la République. Alors, vous jouez avec le feu? Non, nous, si nous jouons avec le feu, nous ne connaissons pas qui a le feu, mais nous connaissons que nous avons l'anti-incendie. Et donc, il n'y a aucun feu que nous ne serons pas neutralisés. Alors, pourvu que Vital Kamerhe soit libéré. Le président qui s'est prononcé, donc il a fait plusieurs sorties médiatiques, étaient-elles des ratés? Non. Ou bien c'est un plaisir pour les Congolais d'avoir
cette fois-ci un président qui parle. Parce que non. Je me rappelle bien que du temps de l'ancien président Joseph Kabila, on se disait, mais tout ça, alors que le président garde silence, le président qui se prononce, non, en fait, c'est bon, je crois. Tu connais, moi je suis protestant, je suis donc chrétien, et je connais que les murs de Jéricho, avant de tomber, il faudrait qu'on les secoue 7 fois. Et donc, pour nous, le président de la République, en ce qui nous concerne, il a rencontré la vérité connue de tous. Ça, c'est du côté UNC. Donc, du côté d'abord UNC, quand on parle de Caméré, le président qui s'est prononcé, pas seulement sur Vital Caméré, il a touché les vaccins à AstraZeneca, la situation... le président de la République, au fait, avait une réalité, une vérité dans lui, mais qui n'a plus si caché. Ça, on ne parlait pas Vital Caméré seulement. Non, notamment. Toutes ces sorties. Non, c'est pourquoi j'ai dit notamment. Les vaccins. Il y avait une résistance. On a critiqué au niveau mondial les vaccins. Et lui s'est prononcé, il a dit, lui avait tort de ne pas se faire vacciner. C'est une vérité. Et il avait appelé à se faire vacciner. Oui. Une autre vérité, il a reconnu que Vital Caméré était victime d'un procès politique et qui lui a échappé. Et quand il reconnaît un homme juste, nous déplorons seulement que ce soit seulement en RDC où on peut trouver un homme juste, un homme honnête, un homme sérieux en prison. Et nous encourageons le président de la République d'aller au bout de la logique de cette interview, de poser la question, parce que ceux qui connaissent Kinshasa savent que la cité de l'Union africaine est Kanchati, c'est presque en face, et donc il voit les maisons tous les jours. Surtout comme il a dit que dans peu d'État, Caméré pouvait sortir et servir la nation. Je comprends bien que vous non, excusez, j'ai atterri et servir la nation. Vous ne voulez pas répondre et servir la nation. Je ne veux pas dire que les sorties du chef de l'État, c'est ce que tu veux que je dise, que c'était des ratés. Parce que nous, ça nous a arrangé quelque part. Merci bien. Voilà. On va écouter l'homme de l'IDPS qui est le parti du président Félix Tshisekedi. On a enfin un président qui parle. Oui, alors vous savez... Maître Edouard. Vous savez de la chance. Qui parle. Est-ce que le président parle trop? Nous allons jusqu'à nous poser la question de savoir que veulent les Congolais. Les Congolais aiment quoi? Est-ce que le président parle trop? Parce que, non, je vais arriver, je vais vous rencontrer. Les Congolais, hier, ils disaient que... Bon, Kabila Mioué, il ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il pense. Même si vous et d'ailleurs, certains le prenaient pour un homme réservé mais violent. Bon, justement parce qu'il ne parvenait pas à exprimer ce qu'il y avait au-dedans de lui. Mais cette fois-ci, nous avons un président de la République qui, non seulement il parle, mais il est honnête. De quoi il parle, ça aussi? Un président de la République il ne parle pas seulement, mais aussi un président de la République honnête. Ça veut dire? Parce qu'en fait, il n'est pas aussi facile de trouver un président de la République qui peut aller jusqu'à dire... À critiquer les vaccins AstraZeneca. Non seulement critiquer les vaccins, mais il est allé jusqu'à très loin. Il a critiqué même la magistrature, dont lui-même il est le magistrat suprême. À dire qu'il ne maîtrisait pas certaines choses. Mais tout à fait. Il n'était pas informé sur plusieurs choses. Mais exactement, parce qu'il n'a jamais été président de la République. Donc, la seule personne qui pouvait... pas la situation du pays. Non, écoutez. En fait, vous savez le poste du président de la République. Il n'y a personne qui peut vous dire que avant qu'il ne soit président, il avait déjà une certaine expérience, à moins qu'il ne revienne pour une deuxième fois. Si Kabila, par exemple, revenait en 2050 ou en 2100, au moins lui, il pouvait revenir avec une certaine expérience déjà acquise auparavant. Mais le président de la République vient fraîchement d'une opposition de plus de 37 ans. Et évidemment, il y a des choses qu'il ne savait pas encore et des choses qu'il a apprises pendant l'exercice de son pouvoir. Et donc c'est tout à fait normal. Moi je ne vois pas en quoi le fait pour le président de dire qu'il y a des paramètres, il y a des secrets du pouvoir qu'il ne maîtrisait pas encore avant qu'il ne soit président, cela puisse être considéré comme une sortie médiatique ratée. Et donc,
nous sommes en face d'un président de la République qui a la parole. Il a invité à se faire vacciner alors que lui-même... Non, il n'y a pas que le président de la RDC qui n'avait pas confiance à ces vaccins, AstraZeneca. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rendre sur l'espace Schengen. Oui. Si vous avez la carte de vaccination d'AstraZeneca, donc c'est un vaccin qui n'a jamais été homologué. Il a très bien communiqué alors. Non, exactement, le président de la République a fait une sortie médiatique très réussie. Oui. Parce qu'en fait, le président... Il vous arrive à appeler les gens, donc à l'IDPS, vous avez aussi des personnes concernées par les vaccins actuellement. Vous pouvez prendre ce courage après cette sortie médiatique du président, aller leur dire allez vous faire vacciner. Non, les gens se sont précipités. Vous savez, ailleurs, attendez, je vais vous expliquer d'abord. Parce qu'en fait, nous devons être intelligents. Oui. Ailleurs, ce sont les chefs des institutions, le président ou le chef de gouvernement ou le chef de grandes institutions de parlement qui a lancé les campagnes de vaccination. Et chez nous? Mais chez nous, le président ne s'était pas encore vacciné, mais vous pressez pour aller prendre des vaccins. Pourquoi? Mais c'est de l'irresponsabilité. Et puis encore... S'il vous plaît, il y avait son appel dans des discours à aller se faire vacciner. Non, le président a dit qu'il fallait se faire vacciner, mais il n'a pas dit qu'il fallait que vous alliez vous faire vacciner avec AstraZeneca. Et puis encore, je chute par là. Ça, on comprend le changement de français. Je chute par là. Le président de la République, d'ailleurs, n'a pas dit que les gens ne vont pas se vacciner. Il a même dit que lui-même va se vacciner, mais il faut que les vaccins beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rassurants viennent pour qu'il lui prenne. C'était une petite parenthèse. Et donc, vous comprenez que le président, il est honnête. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez Lit? Je vous vois rire trop. Non, vraiment, c'est un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème. C'est la première fois que je vois Edouard Makala vraiment en difficulté. Et je crois qu'il essaie de défendre. Oui, il essaie juste de s'en sortir. Il se bat, mais ça, vraiment, avec toutes ses compétences que nous lui reconnaissons, je ne savais pas qu'il pouvait être en difficulté comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être dans un parti qui me met aussi en difficulté. Comment ça? Parce que Edouard Makala, très intelligent qu'il est, mais il est capable de répondre à une seule question. Il se débat, mais ça n'arrive pas. Mais quand même, c'est bon d'avoir un président qui parle. Un président qui... Mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Lorsqu'on est au courant de rien, on parle de quoi? Vous êtes du parti de Joseph Kabila, l'ancien président, et qui était critiqué pour son silence exagéré. Non, lui ne parle que quand le mot est plus fort que le silence. Selon ce qu'il avait dit. Oui, ça c'est lui. Ça c'est lui. Mais alors, c'est lui qui vient vous dire que... Non, moi, le président de la République... j'avais peur de ces vaccins. Moi, le président de la République, j'accepte que les vaccins pénètrent mon pays. Oui. Que les vaccins pénètrent mon pays. Mais moi, je ne veux pas me faire vacciner. Mais vous, les autres, les cobayes, avancez. Mais moi, non. J'avais raison. Et il a dit que j'avais raison sur ces vaccins. Mais bien qu'il avait permis que les vaccins pénètrent le pays, mais aujourd'hui il dit qu'il avait raison. À qui est-ce qu'il avait dit que non, je permets à ces vaccins d'entrer dans mon pays, mais je n'ai pas confiance en ces vaccins. Non, et c'est la difficulté que M. Edouard a aujourd'hui, de nous expliquer par quel canal ces vaccins est entré en RDC. Qui a autorisé l'entrée de ces vaccins? D'accord. Attendons voir. Vous comprenez que... Non, il est grand temps que les gens de l'UDPS arrêtent de réfléchir par les tibias. La RDC est en... Non, les gens de l'UDPS doivent arrêter de réfléchir par les tibias. Ça, c'est un langage des réseaux sociaux. Non, pas des réseaux sociaux. Ça, c'est un langage des réseaux sociaux. Non, ils doivent utiliser leur tête parfois. Écoutez, Lick, je crois bien que la RDC, actuellement, la RDC est en train de chercher d'autres vaccins et certainement que très prochainement, il y aura ces vaccins-là. Et ceux qui se sont déjà vaccinés? Le président qui a dit qu'il ne connaît pas son salaire, il a dit « Je ne connais pas mon salaire ». Je vous l'ai dit très sincèrement, je suis incapable de vous dire combien je touche parce que ça ne m'intéresse pas. On a quand même un président qui parle et de manière honnête. D'accord, bien. Il faut qu'on prenne le sujet du jour. C'est l'East African Community. Honorable, c'est ça? Donc, vous avez suivi toutes ces sorties médiatiques et en tant qu'élu au niveau provincial, c'est bon quand même d'avoir un président qui, au moins, il parle. On sent qu'il est là. Oui, mais bon, moi je ne voudrais pas entrer dans les polémiques des uns des autres, mais je voudrais dire seulement une chose. Les pouvoirs ne se plaignent pas. Les pouvoirs agissent.
C'est-à-dire nous voulons voir le président à l'œuvre. Hein. C'est ça ce que moi je peux donner. Mais aussi je voudrais un peu insister sur les points. De toutes les façons, je suis député, tout ce que je peux être, mais je suis quand même médecin. Vous savez que la vie est sacrée. La voix, s'il vous plaît. Je suis médecin, au-delà de ce qu'on peut se dire. Hein. Je suis médecin et je sais que combien ça coûte un vaccin. C'est très cher, mais aussi il faut une vaste campagne de sensibilisation. Parce que si vous ne sensibilisez pas très bien, je vous dis sincèrement, même les polios que vous voyez nous donnons aux enfants, même pour la rougeole, tous ces vaccins-là, s'il y a un mauvais message, je vous dis, les gens vont refuser, vous allez même vous emporter avec la police, tout ça, les mamans vont refuser. Mais le président il a été honnête, il y a 300 000 vaccins qui restent. Non, nous devons être un peu, surtout avec la sensibilité des vaccins, pour les nouveaux vaccins dans le pays, on doit avoir vraiment un langage sain, un langage où tout le monde est abordable pour tout le monde. C'est vrai, c'est pas seulement pour l'intérêt d'un individu, pour les vaccins, c'est pour tout le monde. Et si le président n'était pas sûr avec ces vaccins, il avait qu'à les dire quand même. C'était bon. Non, les vaccins ne pouvaient pas alors pénétrer dans notre pays. C'est ça la plus. On pouvait savoir que j'avais refusé ces vaccins-là. Parce que la vie est sacrée, il n'y a pas la vie des riches, des pauvres, des autorités. Non, nous avons tous. La vie est sacrée. Point. C'est-à-dire que si le gouvernement pouvait voir que les vaccins ne pouvaient pas. C'était mauvaise qualité ou tout ça, ou je ne sais pas quoi, je pense que les vaccins ne pouvaient pas entrer dans notre pays pour attendre qu'il y ait un bon vaccin, que nous tous nous allons nous soumettre à la sensibilisation pour que tout le monde soit vacciné. Mais actuellement, vraiment, ça va nous donner encore beaucoup de... Même pour n'importe quel vaccin qui viendra, je pense que ça sera... La question, est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Non, je ne voudrais pas aller dans le répondre à cette question. Il doit aller de parler d'une façon générale. De façon générale, le pouvoir ne veut pas se plaindre, le pouvoir agit. Et nous allons voir dans ces actes ce qu'on a fait, voilà, nous allons l'évaluer. De façon générale, est-ce que nous sommes sérieux? Je continue à poser cette question. Est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Est-ce que nous serons sérieux dans l'East African Community? On va voir cela tout à l'heure. On peut voir ces quelques photos, s'il vous plaît, du côté technique. D'accord, bien, d'accord. Voilà, là, il y a un problème avec l'écran. Je rappelle le numéro de téléphone. Voilà, ça c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a déclaré cette semaine. Je ne connais pas mon salaire. Je vous l'ai dit très sincèrement, je suis incapable de vous dire combien je touche parce que ça ne m'intéresse pas. Félix Tshisekedi, le 30 juin 2021, il y a une autre déclaration. Voilà, si on peut voir, c'est là. J'ai eu raison de ne pas me faire vacciner moi-même. Je n'en étais pas convaincu, a déclaré le président Félix Tshisekedi. Eh bien, on va prendre cette partie ici. Merci du côté technique. Donc, on va prendre donc cette partie ici, la République démocratique du Congo, qui s'apprête donc à intégrer l'East African Community, la communauté des États d'Afrique de l'Est, pour des échanges économiques. Cela permettra bien sûr la circulation des personnes et des biens dans les pays membres de l'East African Community, ces pays qui partagent en plus de l'économie la langue swahili qui est parlée dans la plupart de ces pays-là. Alors la question reste de savoir quelle compétitivité, que va amener la République démocratique du Congo dans cette partie. On sait bien que la RDC est riche en beaucoup de choses, beaucoup de minéraux également, mais aussi il y a aussi des problèmes sécuritaires. Il y a ces problèmes sécuritaires qui gangrènent particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tout au début de cette émission, la question phare de cette émission, ce sera celle de savoir est-ce que nous sommes vraiment prêts ou bien nous voulons y aller parce qu'il faut y aller. Est-ce qu'il y a cette nécessité-là et qu'est-ce que nous emmenons dans l'East African Community? Je vous écoute, Edouard, rapidement. Bon, il faut... C'est une bonne nouvelle, le président a dit il faut s'en féliciter. C'est une bonne nouvelle. En fait, l'objectif de l'intégration, c'est quoi? La première, c'est de permettre et d'accroître la compétitivité. Bon, si la compétitivité n'existe pas encore, il faut en créer, il faut accroître ça. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle,
c'est diversifier la base économique et créer suffisamment des emplois pour des populations. Et donc, voici les objectifs que nous poursuivons dans l'East African Community. Et donc, c'est une très bonne occasion pour nous, pour que, en fait, nous puissions offrir, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà aux autres et profiter de ce que les autres ont pour que nous puissions tous, en tant que communauté régionale, jouir des potentialités qui existent de tous les côtés. Et donc aujourd'hui, bon, qu'est-ce que la RDC a à offrir? Mais la RDC, c'est à plusieurs potentialités. Et d'ailleurs, le président de la République avec le président rwandais vient de signer des accords d'exploitation de minerais à l'est de la République démocratique du Congo. Ça c'est déjà... Et au même moment, le Rwanda qui a inauguré sa raffinerie de l'or, donc à Kigali. Mais oui, mais les Rwandais, c'est un acheteur d'or. Tous les comptoirs... L'or proviendra de l'Est. Écoutez, il faut d'abord comprendre le contexte en fait. Oui. Lorsque nos négociants achètent ici, ils vendent ça où? Il y a des comptoirs d'or ici. Si vous allez à l'essence, c'est un grand marché d'or, l'essence. Et dans d'autres territoires où l'or s'achète. Maintenant, la question qu'on se pose, où on va, cet or est vendu où? Cet or est vendu, évidemment, à des grands acheteurs, plus que nos acheteurs ici, qui se retrouvent soit au Rwanda, soit au Burundi. Et pourquoi les gens sont partis s'installer au Rwanda, au Burundi? C'est parce que chez nous, il n'y avait pas un bon climat des affaires. Parce qu'il y a une notion qu'en fait les Congolais ne veulent pas prendre en compte lorsqu'on parle du Rwanda ou du Burundi qui créent des raffineries. Vous oubliez que 18 ans durant, ou d'ailleurs 60 ans durant, les climats des affaires n'ont pas été ou n'a pas été amélioré en République démocratique du Congo. Ça fait assez que les investisseurs qui avaient des intérêts, n'est-ce pas, en Afrique centrale ou au Congo, ils sont partis mettre leurs usines dans des pays sérieux. Et c'est là-bas que leurs investissements étaient protégés. Et donc, c'est un problème d'abord de confiance par rapport à l'investissement. Parce que l'investissement, c'est de l'argent. On ne peut pas venir investir à RDC seulement parce qu'il y a des gisements, il y a des puits d'or. Non, il faut aussi se rassurer que l'investissement est protégé. Je prends par exemple le cas de Banro, qui a investi au Maniema, plus précisément à Namoya. Mais vous savez pourquoi Banro ne produit plus aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu de l'insécurité. Problème sécuritaire. Ouais, exactement. Mais ce sont des millions qui ont été investis que le firme canadienne, sino-canadienne sont en train de perdre avec l'investissement de Namoya. Alors ça fait assez que plusieurs investisseurs, ils sont allés s'installer au Rwanda. C'est là où il y avait beaucoup plus de sécurité pour l'investissement. Et ils ont évidemment orienté leurs canaux d'achat de matières premières à RDC, parce que c'est à RDC que l'on produit. Et donc, le Rwanda, avoir une raffinerie d'or, ce n'est pas un péché. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des raffineries rwandaises, ce sont des raffineries de grandes multinationales qui sont venus s'installer au Rwanda juste pour la protection de l'investissement. Alors, la RDC, vous avez dit en bref, la RDC a beaucoup de choses à offrir. Oui. Bon, je viens de citer par exemple les matières premières que nous produisons et qui intéressent en fait les partenaires de la communauté. La RDC produit le café. Le café qui est produit sur notre île du Jouy. Mais ce café est consommé en Afrique centrale, donc c'est dans l'East African Community. Et donc, il n'y a pas que ça. Nous avons notre quinquina, nous avons notre théier, Et donc, la RDC a offrir. Il est évident que sur le plan de l'offre, la RDC n'est pas encore en bonne position par rapport au Kenya, par exemple, par rapport à la Tanzanie, par rapport à l'Ouganda, mais c'est un exercice, évidemment, qui va nous permettre de pouvoir nous mettre en ordre utile pour que dans 2-3 ans, nous puissions être aussi compétitifs que les autres, que nous puissions acheter chez les autres et que les autres puissent acheter chez nous. Que nous ne puissions pas beaucoup importer, mais également que nous puissions aussi beaucoup exporter. Et c'est au fait ça
l'intérêt ou l'avantage de cette intégration Merci régionale. Fidèle Moguicho, rapidement. Bon, merci beaucoup. Petit à petit. C'est une bonne nouvelle. Je vais argumenter. Oui. Petit à petit, on est en train de comprendre pourquoi un grand nationaliste comme Vital Kamerhe est en prison. Il y a lieu de conclure que quand on aura signé des accords vaille que vaille, il sortira de là. Et surtout que tout ce qui lui a été opposé au régime passé, c'est aussi la signature d'un accord qui a accepté que les Rwandais puissent pénétrer et encore arriver chez nous. Je vais vous dire que par rapport Vous êtes à l'opposition? Non, nous ne sommes pas à l'opposition, mais nous sommes des républicains, nous Vous sommes êtes à des nationalistes. l'union sacrée au Non, pré- nous avions suspendu notre participation. Maintenant, on ne peut pas me présenter comme quelqu'un de l'union sacrée. Mais nous sommes... Vous avez suspendu Ah bon? Nous, Ah nous bon? sommes, Ah bon? nous sommes Ah bon? restés les chiens de garde et pour les intérêts de la RDC, en tout cas, nous serons toujours là. Fidèle, Communique avec honnêteté. s'il vous plaît. L'INC, mais vous êtes toujours dans les caches? L'INC a suspendu toute participation dans des réunions de l'Union sacrée. Mais et vous, du cash. vous êtes toujours au gouvernement? Oui, pas parce qu'on l'a voulu, mais parce que nous avions la force qui a imposé que nous y soyons. Même bien. ceux qui ont bâti campagne Quand vous êtes contre... au gouvernement, Même ceux qui ont bâti campagne contre Félix, ils sont. Est-ce que je peux alors répondre à la question? Oui, vous êtes au Parce que gouvernement, j'ai c'est vu bien. que Oui, d'accord. la question politique qui vous intéressait beaucoup plus. D'accord. Voilà, donc les républicains comme Kamerhe avaient déjà donné une proposition par rapport à tout ce que l'ami vient de dire. Lorsque c'est en RDC au Rwanda où il faut ouvrir l'usine de traitement d'or, et le Mwalimu Kamerhe dans l'État, il avait dit, oui, nous avons nos minéraux. Mais que faire pour que les Congolais profitent de ces minéraux? Il faut que ces gens-là, qui aiment nos ressources premières, nos ressources naturelles, l'or, castérite, viennent installer leurs usines de traitement ici. Comme ça, nous allons bénéficier doublement. Vous savez, il faut voir l'usine de traitement des boissons, par exemple, la Bralima, prend combien de citoyens, engage combien de citoyens. Il faut voir la Pharmakina, bien qu'elle est en train de dégringoler, avec combien de fonctionnaires. Si cette usine-là, que les amis sont partis installer au Rwanda, est-ce qu'ils peuvent nous dire combien de Qui est parti installer? Non, il s'est félicité, Edouard, c'est en montrant que l'or qu'on achète au niveau de l'essence, ça c'est pas au Rwanda. Moi, je parle de l'investissement. Vous l'avez compris, très mal compris. Je parle de l'investissement. Et on ne blague pas avec l'argent, cher ami. C'est pas parce que tu es de l'INC que tu vas imposer à un investisseur de venir investir ces millions ici, alors que les millions ne sont pas protégés. Voilà notre faiblesse. Voilà notre faiblesse. Lorsqu'on pense qu'on dirige et qu'on est incapable de protéger ceux qui viennent investir chez nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un de l'IDPS qui devrait nous dire que parce que les investisseurs ont peur, ils doivent aller s'installer ailleurs. Ça ne devrait pas venir de vous. Et alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, bon, moi je dis que cet accord qui a été signé pour que nous intégrions cette communauté n'est important que du point de vue culturel ou linguistique, parce que, comme Edouard l'a dit, une bonne partie de ceux des pays voisins parlent Swahili, et nous-mêmes ici à l'Est, nous parlons Swahili. Mais du point de vue économique, il faut avouer que nous n'avons rien à donner. Rien à donner, parce que tout ce que nous devrions avoir à donner, ça passe par où? On a proclamé il n'y a pas longtemps que le Rwanda était devenu les premiers pays producteurs de l'or. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables même de vendre du piment dans tous ces pays-là. Alors, à part ce qui peut passer, emballé et caché, parce que quand l'or traverse, personne ne voit, on ne dédouane même pas. Non. Écoutez, à part ça, nous ne connaissons pas. J'aurais souhaité que vous ne connaissez pas. Nous ne connaissons pas ce que nous donnerons dans ces pays-là, à part ces matières-là, d'ailleurs, qui nous imposent l'insécurité. J'aurais voulu que les amis, comme nous produisons du bois, nous disent que désormais, il y a des camions qui seront en train de traverser le Rwanda, le Burundi, pour aller ravitailler des pays, par exemple, qui produisent les kirda, parce que c'est une richesse ailleurs, des pays qui nous produisent telle ou telle autre chose. Mais donc, par rapport à nous, en tout cas, et je voudrais dire que à un moment donné, nous ne dirons pas au peuple congolais que nous avions dirigé parce que nous avions été champions en signant
D'accord, les on vous écoute. les partenariats. Merci Fidèle. Lite, Messieurs les ça vous journalistes, étonne d'écouter les deux? Permettez-moi d'abord, je suis choqué. Je suis choqué Par quoi? par les propos de M. Edouard Makala. Tout ce qu'il a dit là-bas, sur le plan économique, c'est négatif pour la RDC. Comment ça? Non. Il nous a parlé de l'intégration régionale. Il a d'abord fait deux objectifs dans le cadre de l'intégration régionale. Il nous a parlé, c'est pas moi, de la base économique. Tout ça, la RDC n'a pas. Nous avons nos matières premières et tout qu'on sort. Les matières, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. C'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. La RDC n'est pas prête à intégrer l'East Africa Community. Comment ça? Laisse-moi expliquer, parce que tout ce que M. Edouard a dit, c'est faux. Dans 4 minutes. C'est seulement sur le plan mobilité que les Congolais gagnent, parce qu'ils ne payeront pas les visas pour faire Sud-Soudan, ne payera pas les visas pour faire Kenya. C'est seulement sur la mobilité. C'est seulement là-bas que le peuple, nous, les gens qui circulons, les bas peuples, oui, c'est seulement à ce niveau que nous avons quelque chose. Voyager, vadrouiller. Oui, vadrouiller comme vous voulez. Mais sur le plan économique, c'est une catastrophe. Sur le plan politique. Écoutez, la RDC va devenir le débouché de tous les autres pays. Parce qu'ils ont déjà des firmes qui ont accumulé des économies d'échelle. Les firmes congolaises, aucune de ces firmes n'atteindra la capacité des autres firmes étrangères. Alors nous serons que des consommateurs, les autres seront des producteurs. Et là, la RDC ne deviendra que les débouchés. C'est un peu ça. Donc tous les produits manufacturés, choses, tout ça, ce sont les autres qui ont accumulé les économies d'échelle qui vont nous imposer là-dessus. Vous nous parlez des matières premières. Les matières premières que vous importez ici. Et ils sont des producteurs. Ils viendront prendre les matières premières. Vous allez encore vendre les produits, vous allez acheter les produits finis. Que vous avez vendu. Oui. Donc, ils ajoutent la valeur ajoutée. Lorsqu'ils vont vous revendre ces trucs, c'est déjà à 2 fois ou 4 fois plus supérieur au prix que vous leur avez vendu les matériels. Allez-y comprendre les matières premières. Allez-y comprendre qu'Edouard Makala ne comprend même pas. Alors, donc, il ne comprend même pas la quintessence de ces dossiers-là. Comment s'il vous plaît, vous aurez la parole, Edouard, tout à l'heure. Alors, comment faut-il s'y prendre? Écoutez, il y a donc deux possibilités. Vous intégrez vous intégrez l'East Africa Community, mais qu'à l'interne, les produits qui ne payeront pas des douanes ne seront pas facturés. En entrant au pays, bien sûr, ça sera à moins cher. Ça sera à moins cher, bien sûr. Mais ce sont nos devises qui vont en souffrir. Et notre réserve d'échange ne peut pas être compensée lorsque nos devises vont à l'extérieur. C'est impossible. Alors, à moins que l'État maintenant s'impose sur le plan interne, en taxant ses produits autrement, et ça sera de la triche. C'est de la tricherie. Parce que comment vous n'avez pas fait payer certains matériels ou bien des produits au niveau de la douane, mais arrivé à l'intérieur du pays, il y a une taxe par rapport à ces produits, juste pour protéger les investisseurs internes, donc les producteurs internes. Parce qu'une entreprise ayant accumulé les économies d'échelle peut produire les savons que vous produisez ici, même qualité, ce qu'ils produisent ici à 20 $ et peuvent produire déjà à 5 $. Alors, les producteurs internes, tellement qu'ils produisent à 20 $, c'est les coûts de production, c'est 20 $. L'autre qui a accumulé les économies d'échelle peut déjà avoir un coût de production de 5 $. Mais là, ça pose problème. Ça pose problème parce que l'investisseur qui est encore le débutant ici ne saura pas atteindre les niveaux des autres entreprises. Honorable Bumbu, rapidement.
Oui, bon, moi je ne voudrais pas beaucoup m'atteler sur ces points-là, mais je vais parler d'abord des choses. La première chose, c'est vous ne pouvez pas faire la route ensemble si vous ne vous accordez pas sur des grands principes. Je parle l'INC et l'IDPS. C'est eux qui sont là, les promoteurs de gestion de ces pays, comme le PPRD a été dans les années antérieures. C'est le PPRD qui était moteur. Et il a assumé. Ils ont assumé. Moi, je pense aussi que les deux partis au pouvoir s'assument. Les ministres d'État, ministre du budget, il est de l'INC. C'est un grand poste quand même. Et d'autres postes, soit il se retire, il laisse l'IDPS gérer seul. Il doit s'assumer, ou soit ils restent ensemble. Donc, tous les propos du président de la République, nous pensons qu'ils sont là. Tous les contrats que le président signe, ils engagent. Et là, ils engagent. Donc, il ne faut pas nous faire des théâtres. Il ne faut pas distraire. Il ne faut pas nous distraire. C'est moi d'abord ma première. Moi, je profite comme ils sont là. Il faut s'attendre sur ça. Fidèle. Voilà. Ils sont là, ils sont ensemble. D'accord. Moi, je pense que la. S'il vous plaît, vous êtes à la télé. Je crois, je suis en train de parler maintenant par rapport au sujet. Nous sommes près de la population. Nous pensons qu'à l'est de la République démocratique du Congo, donc je parle des sites Kivu, Nord Kivu, priorité des priorités, c'est la sécurité. C'est-à-dire tout ce qu'on peut nous faire, on peut signer des comptes, tout ça. Si nous n'avons pas encore de sécurité, sachez que c'est rien. Nos frontières aussi sont poreuses. Vous allez à la plaine, tout le monde passe quand il veut. Alors quand il faut intégrer l'East African Community et permettre la circulation dans la sous-région. Aujourd'hui, cette circulation existe. Qu'est-ce que nous en avons profité? Ce sont les armes qui entrent comme on veut. Et moi, je pensais quand même qu'il faut d'abord mettre, pour moi, même si j'étais aux côtés du président, la première chose que je pouvais d'abord souhaiter, que nous sécurisons d'abord nos frontières. Parce que tout le monde entre partout. Et nous ne savons pas qui entre, il entre avec quoi, et il sort avec quoi. Pour nous, si nous n'avons pas encore une sécurité, nous serons à la merci de tous les prédateurs internationaux. Donc, si, bon, c'est une des choses qui a déjà été prise. Je sais que le président lui-même, il est mature, il a quelque chose, comment on va encadrer ça. Mais si on nous avait demandé, nous, dès le début, on pouvait d'abord dire, Monsieur le Président, nous vous aimons beaucoup, nous voulons réussir dans votre mandat. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous assurer d'abord la sécurité de nos frontières pour que nous sachions quand même qui entre? Dans les hauts plateaux de Minembwe, Uvira, Itombo, Mwengala, c'est vraiment ce qui se passe là, mon cher. C'est indescriptible. Toutes les armées étrangères sont là. Tout le monde, quand il vient, il entre. Maintenant, si nous sommes mauvais, c'est-à-dire nous sommes maintenant soumis à la merci de tout le monde. Moi, je crois vraiment, bon, je sais, nous allons mettre des mécanismes pour qu'on puisse avoir des partenariats gagnant-gagnant. Mais si nous pouvons nous demander avant, je pense que la sécurité de nos frontières, la sécurité de nos limites serait la priorité des priorités pour qu'on puisse aller dans cette communauté-là. La sécurité, c'est bien. Je vais préciser quelque chose, c'est que la communauté d'Afrique de l'Est, en anglais East African Community, qui est donc une organisation internationale qui, comme je l'ai bien dit, regroupe jusqu'à présent 6 pays de l'Est, parmi lesquels le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, mais également le Sud-Soudan ou le Soudan du Sud. Et bientôt, ce sera la République démocratique du Congo qui sera donc le 7e pays. Et son siège, le siège de l'East African Community, c'est à Arusha en Tanzanie. Et c'est donc l'anglais et le swahili qui sont les 2 langues qui sont parlées dans les pays membres de l'East African Community. La RDC voudrait donc intégrer cela. Pour l'honorable Bumbu Malite Job, c'est qu'il faudrait que la RDC tienne d'abord en compte la question sécuritaire avec des frontières qui sont poreuses à l'est de la République démocratique du Congo. On ne sait pas contre les mouvements. Certainement que très bientôt, peut-être d'ici août, le processus va aboutir. Mais qu'est-ce que nous y apportons? C'est la plus grande question. Vous avez suivi tout à l'heure Lit Bissimois qui a émis des questions et des doutes, bien sûr, et des inquiétudes sur le plan économique. Je vous écoute, l'homme de l'idée. Oui, en fait, c'est ridicule. Edouard. C'est ridicule. C'est pas du tout ridicule, c'est juste un point de vue. Oui, exactement. C'est ridicule, en fait, d'entendre quelqu'un du PPRD
nous parler en ces temps-là. Vous voyez à quel niveau ils sont en train de vouloir se moquer d'une population qu'ils ont paupérisée pendant plus de 18 ans. C'est vous qui êtes si nous parlons, nous sommes en train de corriger leurs erreurs. Parce qu'en fait, si la situation est devenue aussi compliquée, c'est parce que nous avons hérité une situation qu'eux, ils avaient déjà rendue catastrophique. 18 ans. Si nous parlons de l'insécurité, mais ce sont eux. Mais je suis en train de parler d'une grande entreprise canadienne qui a investi chez nous et qui a fermé à cause de l'insécurité. C'était sous eux. C'était sous eux. Et il se permet de nous parler de notions économiques, qu'il parle pêle-mêle. Mais cher ami, retenez une chose. Comment sauver la situation? Non, c'est là que je suis en train d'aller au fait. Oui, s'il vous plaît. C'est là que je suis en train d'aller. C'est pour dire ceci. L'idée est lancée. L'intégration régionale, c'est une nécessité. Au fait, c'est au niveau de l'Afrique centrale que l'intégration n'avait pas encore évolué. Mais si vous allez en Afrique du Nord, vous allez vous rendre compte que la notion de l'intégration a évolué. Et donc, lorsqu'il dit que, bon, l'avantage c'est juste sur le niveau de la mobilité, mais n'oubliez pas qu'il y aura aussi de la conformité dans les droits des douanes. C'est un aspect très important. Surtout nous sommes dans une région où... disons, une région des affaires. Parce qu'en fait, nous sommes dans une région où les gens se débrouillent à partir des petits commerces. Alors, lorsque nous allons dans l'intégration, évidemment, il y aura des soulagements, il y aura des souplissements par rapport aux droits des douanes. C'est une avancée. Il est vrai que il y a encore des problèmes de sécurité, comme l'honorable vient de le dire. Et le président de la République est en train de s'atteler à cette question afin que la question de sécurité, de sécurisation de nos frontières soit une réalité. Mais le fait que nos frontières ne soient pas encore totalement sécurisées, ça ne peut pas nous empêcher d'aller vers une intégration régionale. Ça ne peut pas nous empêcher. Mais il est vrai qu'il y a encore des efforts qui doivent être faits et nous sommes tout à fait d'accord avec ça, tout le monde. Il y a cette inquiétude, d'autant plus que, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, il y a les habitants dans ces pays-là qui sont... Donc, ces pays maîtrisent au moins les habitants. Pour le moment, au Congo... ne vous en faites pas. La population, ne vous en faites pas. Il y aura juste des estimations. Donc, en fait, pas les des Congolais... cartes d'identité, ce ne sont juste que des cartes d'électeurs. Non, c'est un vœu que l'IDP s'émettait depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai aimé l'intervention du président du Sénat dernièrement, qui a aussi rejoint l'IDP dans cette demande à ce que nous puissions aller au recensement. Et donc, il faut que cette question de recensement puisse avoir le consensus national pour que nous puissions y aller. Mais je vais préciser... Quel timing, ça aussi? Bon, exactement. Bon, on va voir, le gouvernement vient d'être mis en place, un gouvernement à l'intérieur duquel nous avons nos amis de l'INC. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est l'INC qui a le ministère des petites et moyennes entreprises et artisanat. Et donc, déjà, vous avez un grand rôle à jouer dans l'intégration régionale. Parce que ce sont des petits producteurs qui sont, bon, évidemment, des petits et moyens producteurs qui sont beaucoup plus visés par l'intégration régionale. Parce que quand vous regardez le Rwanda, ceux qui traversent pour aller vers l'autre côté de la frontière et ceux qui viennent ici tous les jours ne sont pas les gros investisseurs là dont nous sommes en train de parler, comme des Ashanti, comme des Banro Corporation, comme les Glencore. Mais ce sont des petits producteurs, les petits commerçants qui traversent tous les jours. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui sont le plus grand bénéficiaire de cette intégration régionale. Et donc, nous pensons, je vais citer de la chance une minute, nous pensons que le processus qui a été amorcé, c'est un processus sanitaire qui va nous permettre à ce que nous puissions monter notre capacité de production. Parce que si vous regardez l'entreprise comme la Bralima, aujourd'hui la Bralima aura la facilité d'exporter sa production dans d'autres pays de la région. Et ça va nous rapporter. Ils vont commencer à consommer la Bralima. Exactement. J'ai compris ce qu'a dit l'honorable Bob, dont j'apprécie d'ailleurs son engagement politique et sa lutte au niveau de l'hémicycle. Nous taquinons pour la dire que nous ne devrions pas nous contredire, plutôt il faut que nous quittions. Il a oublié que le FCC jusqu'à aujourd'hui, c'est pas en vertu de quoi ils ont la tête de la
assemblée provinciale, 3 ministères. Est-ce qu'on peut parler intégration? Vous avez dit sur le petit 3 ministères, oui, 3 ministères. Est-ce qu'on peut... et toutes les communes, heureusement... Est-ce qu'on peut parler intégration, s'il vous plaît? Et toutes les communes, heureusement, qu'on est en train de les ravir petit à petit en profit de Fidèle, est-ce qu'on peut parler intégration, s'il vous plaît? Oui, par rapport à l'intégration, sincèrement, je dois avouer qu'il y a incompréhension dans les chefs de mon ami personnel, Edouard Makala. Lorsqu'on parle des allègements fiscaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour un pays qui ne produit pas, c'est une perte. Vous savez, il y a ce qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai été dans le transport dans un pays voisin. C'est-à-dire que les autres qui amènent leurs biens, qui viennent du Rwanda, du Burundi et d'autres pays, dans les cargos, une fois sur nos frontières, ils seront en train de brandir les cartes. Nous avions déjà des douaniers. Et au nom de cette relation qui doit caractériser ces pays, au nom de la collaboration, ils vont entrer chez nous gratuitement. Alors que, par contre, nous n'avons rien qui sera en train d'être taxé sur nos frontières. Et une fois dans ces pays-là, on taxera. Pourquoi vous pensez que nous n'aurons rien? Non, mais qu'est-ce que nous avons? C'est vous qui avez les ministères des petites et moyennes entreprises. Est-ce que c'est pour Edouard? Les ministères des petites et moyennes entreprises, c'est les ministères qui produisent. Pourquoi nous ne produisons pas? Mais c'est lui qui paie la production. S'il vous plaît, Makala. Nous ne produisons pas parce qu'à un certain moment, notre économie a été détruite. Et donc, il n'y a que ce soit l'agriculture, rien n'avance, que ce soit l'économie, comme nous le disons. Est-ce que vous connaissez que ces usines que l'AMI encourage qui soient installées dans des pays voisins? Si ces usines étaient installées ici, on y fabriquerait beaucoup de biens de valeur qui seront vendus dans d'autres pays. Comme vous le connaissez, il y a des pays aujourd'hui qui sont devenus des pays fabricants. Un pays, on vous dit, made in Rwanda, par exemple, on vous dit même que les véhicules sont en train d'être fabriqués. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Pour que ça change, pour permettre cette compétitivité. Il faut d'abord que nous acceptions que nous ne produisons rien et que nous fassions un effort de produire. Les millions d'argent qui sont en train de se perdre dans, par exemple, ce qu'on nous a appelé picagel, si nous on produisait les riz, par exemple, nous on serait en train d'exporter les riz, de l'amener dans des pays voisins et beaucoup d'autres choses. Il faut que les amis par la présidence adoptent la politique de Kabila Mouzé. Avec Kanyama Sese, on a produit le maïs qu'on a vendu dans d'autres pays. Nous avons les bois. Il faut qu'on développe la politique qui va faire que les voisins viennent acheter chez nous ce qu'ils vont faire traverser choses. Merci bien. Je vous écoute, Lit. Et ce que vous allez dire, je vais considérer comme la conclusion parce que nous courons derrière le temps. Oui. Ça va. En fait, en concluant, je peux dire ceci. Bien que c'est une bêtise, intégrer l'East Africa Community, vu que économiquement nous sommes faibles. Mais il ne fallait pas non plus rester comme ça. Non, il faut pas rester comme ça. C'est une opportunité, je crois. C'est à nous maintenant de prendre ce temps de transformer ça en opportunité. Parce que lorsque les autres vont venir avec leurs marchandises, bien sûr ça va entrer gratuitement, c'est un manque à gagner pour l'État congolais. Alors nous devons maintenant dénicher nos spécialités propres à la RDC. C'est une solution. Dénicher les spécialités propres à la RDC que les autres n'ont pas. Ou d'autres domaines dans lesquels les autres n'ont pas beaucoup avancé et que nous exploitions cette faiblesse là-bas des autres, et c'est de cette façon seulement que nous pouvons nous en sortir dans l'East Africa Community. Et lorsque Edouard a parlé des droits des douanes, je voulais les ramener à dire que tout ce qu'il est en train de dire, c'est maléfique pour la RDC. Il parle des droits des douanes. Tu n'as rien à offrir. L'autre a fait entrer ces choses gratuitement. Toi, tu ne feras rien entrer chez lui. C'est la raison pour laquelle Fidèle a dit il faut tout faire pour produire. Et c'est là que je viens ajouter, disons que nous devons détecter nos spécialités. En détectant nos spécialités, cela nous permettra de bien pouvoir amener quelque chose chez eux qui devra aussi entrer gratuitement. Et là, il y aura compensation. Mais à part tout ça, je crois que nous sommes dans une erreur que nous ne sommes pas prêts à ne pas regretter. Honorable Bumbu, quelle conclusion? Pour la conclusion, je voudrais apaiser nos collègues comme l'ont dit. Moi, je suis de l'ABCD avec le président Matenda qui sont entrés dans l'Union sacrée et le président Bosso de l'Assemblée nationale.
il est de l'ABC, il est de mon parti politique. Donc là, je vous garantis, je vous rassure. Mais à la différence, les cash, hein, c'est pas comme l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est une vision. Contrairement au cash. Donc, c'est bien là, c'est une plateforme. Je vais conclure par dire que... Dans l'East African Community, s'il vous plaît. J'encourage, comme je l'ai dit, j'encourage, mais je pense que la priorité pour la RDC, c'est la sécurité. Je pense que nos frontières sont poreuses, comme vous l'avez dit. Même Sud-Africa, les Mororo sont déjà chez nous, ils sont déjà invités. Maintenant, si nous laissons cette union-là, c'est-à-dire que nous risquons d'être envahis par nos envahisseurs, nos profiteurs, et la population va rien profiter. Le chef de l'État a dit les peuples d'abord. C'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons savoir que tous les actes que nous allons poser comme politique, qu'est-ce que le peuple va en bénéficier. Mais ce que le peuple bénéficie aujourd'hui, c'est cette insécurité que je pense que vraiment que nous devons prendre dans cette communauté-là. Pour nous, les Congolais, c'est d'abord priorité avant comme vous dites, l'économie et tout ça. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, nous serons toujours... Merci honorable. Conclusion, bon, je vais conclure en disant ceci. La première chose, les Congolais se plaignent que les autres viennent chez nous. Mais les Congolais ne font pas le bilan de combien de Congolais il y a chez eux, chez les autres. Passez dans tout le pays ici. Commencez par l'Ouganda. Vous allez voir les Congolais. Ils sont combien? D'accord. Passez par les Burundi. Des sécurité. Exactement. En fait, il faut vous risquez d'aller vadrouiller chez les autres, alors que quand les autres viennent chez vous, ils savent ce qu'ils viennent faire. Non, il ne faut pas dire que les Congolais qui sont chez autrui ne se retrouvent pas non plus. Parce que, en fait, je voudrais assez que l'on ne puisse pas prendre cet aspect-là de penser que quand les autres viennent chez nous, ils viennent se rechercher, mais nous, quand nous allons chez eux, nous ne nous recherchons pas. Il faut éviter cette notion. Mais également, je suis d'accord avec ce que l'honorable dit par rapport à l'aspect sécuritaire. En fait, lorsque la sécurité n'est pas garantie, pas mal de projets ne peuvent pas marcher. Mais aussi, je nous encourage à la production. Évidemment, il y a déjà des groupes qui commencent à produire. Avec cette intégration, je sais que mon ami Maître Zozo Sakali, prochainement, il va exporter son miel qu'il est en train de produire. Je parlais tantôt de l'abraliment. Quantité, ça aussi. C'est pourquoi nous disons nous devons encourager. Merci. Et nous avons tout un ministère qui doit encourager ses producteurs, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent hausser leur capacité de production. Et c'est seulement à ce niveau, évidemment, que nous allons être compétitifs avec les producteurs dans d'autres pays voisins. J'encourage mon pays, la RDC, qu'on ne s'arrête pas dans le discours, qu'on produise, qu'on montre de quoi on est capable. Ça me fait mal. Il n'y a pas longtemps, une route dont l'argent a été détourné a été arrêtée. Parce qu'on nous avait dit que les goudrons provenaient d'autres pays. Et donc, voilà les pays qui la route vers le Gouba, parce que les goudrons qui proviennent du Rwanda. L'argent, on nous disait que c'est à cause de Covid. Et donc, mais je sais que avec la production, si réellement nous pouvons faire ça comme une obligation, nous avons nos forêts, nous avons nos champs, nous devons attirer certains investisseurs et à les sécuriser pour qu'ils viennent installer leurs usines de production ici. Je pense que cette intégration peut être une bonne chose. Mais pour le moment, en tout cas, c'est une formalité. Non. Merci, monsieur. Merci. C'est un usage diplomatique. Merci bien. Il y a ce message de Christian depuis Cancnel. Moi, je ne pense pas que notre pays néglige l'éducation. On n'a pas encore vu le travail du gouverneur. Lui aussi, c'est comme s'il voyage comme le président Béton. Donc c'est Christian depuis Cancnel qui nous a fait ce message. Ça n'engage que vous. Merci, cher Christian. C'est tout comme message, je crois bien. Merci à vous tous et à vous toutes, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Mitima de la chance, c'est moi. C'est un plaisir de vous présenter les débats sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu sur ce plateau pour cette deuxième partie. J'étais avec Fidel Moguicho, président de la jeunesse de l'Union pour la Nation congolaise, ici à Bukavu. Il est l'un des cadres de l'INC Bukavu. Merci, Fidel. Merci, cher. Merci beaucoup à Maître Edouard Makala, chef du département en charge de la justice et des droits humains de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Sud Kivu. Merci. C'était un grand plaisir. Merci aussi à Lit Bissimois. Il est l'un des cadres du parti de Joseph Kabila, les partis du peuple pour la reconstruction
et la démocratie PPRD Sud qui vous remercie. C'est pas la dernière fois d'être avec nous aujourd'hui. Non, on sera toujours avec là. Merci bien. Merci à l'honorable Bombo Malite Job, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Merci honorable. Merci, monsieur le président. Encore une fois, merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Merci à Théos qui était du côté technique. Il s'appelle Théophile Iraghi. On se retrouve la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, pour un autre numéro de l'émission Débat. Vous voulez participer, c'est possible. Faites comme vous l'avez toujours fait. Les numéros, c'est les 09 92 11 30 86 09 92 11 30 86. Même sur WhatsApp, on peut prendre contact la semaine. Et toutes mes excuses pour la voix ici. C'est comme si j'ai avalé une petite grenouille, mais quand même ça va aller. Certainement, je vous retrouve dimanche prochain en forme. Bye bye. Merci.